Bonjour à tous et bienvenue sur le Talk with Noura, le podcast qui ouvre des espaces de parole avec le cœur et surtout sans jugement. Je viens de créer cette intro, j'espère que ça passe bien. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de jeunes. C'est quitter son pays pour aller étudier à l'étranger, quitter ses repères, tout recommencer à nouveau. Je suis Noura Diaby et moi aussi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, mon pays, pour faire mes études au Canada. Donc avec mes invités qui ont aussi franchi ce cap, ils vont nous expliquer tout ce qui leur est arrivé sans détour, leurs galères, l'intégration, les réussites. Donc que tu sois dans le doute ou tu sois prêt à partir ou que tu vives déjà cette réalité, cet épisode c'est pour toi. Alors je vais les laisser se présenter. On va commencer par la jeune dame. Bonjour à tous, moi c'est Ouya Marie-Emmanuel, je suis une jeune Ivoirienne qui a aussi décidé comme toi de tout quitter et de venir poursuivre ses études au Canada. Je suis au Canada depuis à peu près 3 ans. Ok. On va s'arrêter là pour l'instant. Ok, merci. Je prends la parole après toi. Donc Stéphanie Descent, nationalité ivoirienne aussi. Donc je suis quitté en Côte d'Ivoire le 25 janvier 2021. 25 janvier 2021 et puis j'arrive au Canada le 26 janvier 2021 à 21h57 minutes. Merci pour la précision. On n'oublie jamais sa date d'arrivée ici, généralement. Voilà. Donc je suis venu aussi pour mon MBA que j'ai fait en 2 années et puis là actuellement je travaille comme conseiller en gestion de projet. Ok, merci beaucoup. Franchement, merci à vous d'être venus parce que ça n'a pas été facile de trouver des personnes pour raconter leur histoire. C'est pas facile de parler de sa vie devant la caméra. Et puis surtout que j'ai eu des refus de dernière minute. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, moi, j'aurais aimé avoir ce podcast-là, cet épisode avant de venir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, on est champion d'Afrique. Oh, il faut rappeler ça. Surtout pour la belle famille, les Camerounais, là. En tout cas, donc on va commencer direct. Oh. On attaque tout le monde sauf la belle famille. Oh, pardon. Bon, on va commencer directement. La première question, c'est genre, pourquoi on vient au Canada? Genre, qu'est-ce qui te motive à quitter ton pays, ton confort pour venir étudier dans un autre pays, surtout le Canada? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Déjà, me concernant, c'est parce que j'ai toujours nourri le projet de voyager. Okay. J'ai toujours nourri le projet de voyager et j'avais pas tellement d'options parce que dans ma famille, c'était après ton bac, tu vas en France. Ok. Et j'étais pas vraiment une grosse fan de la France, donc du coup je cherchais en fait quel pays est-ce que je peux proposer à mes parents et puis c'est sûr que ça va passer. Au départ j'ai pensé aux États-Unis, quand j'ai vu les prix j'étais comme oh my god, impossible qu'ils me disent oui et tout. Et du coup je cherchais une autre alternative et puis j'ai commencé à regarder le Canada et puis j'étais comme ok, c'est à peu près autant cher que les États-Unis, mais ce qui m'a plu avec le Canada c'était la possibilité en fait de pouvoir y rester après tes études et également le traitement vis-à-vis de la femme parce qu'il y a beaucoup d'avantages sociaux pour les femmes dans ce pays, notamment le congé de maternité et tout ça. Donc j'étais comme ok, le Canada c'est peut-être pas mal et j'ai commencé à faire mes recherches, savoir qu'est-ce que ça prenait et tout. Et de base j'étais pas du tout intéressée par la partie francophone. Je voulais vraiment aller plus vers Ottawa, Toronto et tout. Oui, pour l'anglais, parce que je me disais que j'ai déjà fait des études en français et tout. Je vais aller à faire des études en anglais, ça va m'apporter peut-être un plus et tout. Mais déjà, quand j'ai vu les prix, j'étais comme, mon Dieu. Et après ça aussi, il fallait passer d'autres examens, des examens vraiment, vraiment poussés. Et à mon époque, ces examens-là ne se faisaient pas en Côte d'Ivoire. Donc, non, pas le TOEFL, c'est pas le GMAT. Le GMAT, tout ça. Mais ça se faisait pas en Côte d'Ivoire. Genre, tu pouvais suivre ta formation avec IUGB. IUGB te formait et t'envoyait ensuite au Ghana pour aller passer les examens. Et puis, j'étais comme... trop long le processus, on va se diriger vers le Québec. Ok. Bon, une petite dédicace, elle a dit le nom de mon ancienne université, IGB. Merci beaucoup. La même question pour moi, on dira que c'est
C'est à peu près le même parcours, l'envie d'aller voir ailleurs. Okay. Très tôt, généralement, on est soit impacté par quelqu'un de proche ou bien soit un mentor, un aîné qu'on a vu qui a peut-être fait la France, les États-Unis et tout, et puis on veut refaire le même parcours. Donc moi, j'ai été plus impacté par mon aîné, qui, lorsque j'étais en classe de terminale C, m'a envoyé un bouquin de terminale S. Ouais. Donc il était en France, lui. Il a fait son doctorat en France, donc chirurgien dentiste. Et après, il a passé un PAGE-MAGE, il a passé les concours pour aller en France. Donc il allait faire comme ESSEC Business School. Donc tout de suite là, mon aîné, il était pour moi comme un modèle, tu vois. Ouais. Donc dans ma tête, c'était clair que après, si tu veux, mon parcours, que ce soit la licence, le master et tout, là, mais j'irais faire les études à l'étranger. Donc l'envie d'aller voir ailleurs était tout de suite, était déjà calée. Alors, ça, c'était le premier point. Et dans ce parcours, à travers mon aîné aussi, j'ai eu à côtoyer certaines personnes. Donc je suis rentré comme dans un réseau de personnes qui préparaient les tests pour aller en France. Donc PAGE-MAGE, pour ceux qui vont à HEC Paris et tout là. Et puis il y avait Password, donc j'ai passé en son temps le concours Password en 2016. Je ne me rappelle plus trop des dates, ça fait un moment, en 2016-2017. J'ai eu l'admission, mais après, côté financier, peut-être on va en parler plus tard. C'était un blocage, donc du coup, j'ai pas pu partir en France. Et puis, je me suis préparé encore. Donc, je me préparais toujours, je travaillais pendant un bon moment au pays, mais je pagnais. Ça, il faut le dire. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu peux dire ça encore plus fort? Je pagnais. Il faut épargner. C'est important d'épargner. Il faut épargner. Voilà. Mon aîné me le disait, hein, on a tous des ambitions. Lui, en tant qu'aîné, il a tracé comme la route. Mais après, on a des ambitions, mais il faut se donner les moyens. Voilà, Très important. Comme on le dit chez nous, là, si ton derrière ne va souder, donne-toi les moyens. Si c'est d'épargner, si ça va te prendre 10 ans, celui qui a fait peut-être son projet en 2 ans, si pour toi c'est 10 ans, tu le fais, tu le prends en 10 ans. Très important. Voilà, c'est pour ça que je suis venu au Canada un peu plus âgé, mais comme on le dit, hein, voilà, c'est le résultat final qui... Donc après ça, après le petit chapitre de la France, je continue toujours à épargner. Puis la France est toujours dans ma tête parce que j'ai des amis aussi qui sont partis et puis on reste toujours en contact. Et puis j'entends parler du Canada. Et puis à travers les différents chantiers sur lesquels j'étais, comme j'ai dit, j'ai travaillé et tout. Je suis en contact avec des architectes et tout. Ça, et puis, il y a un architecte particulièrement qui m'a marqué, qui m'a parlé du Canada, des études au Canada. Tu vois, il a fait des études au Canada et tout. Donc après, j'échange avec mon aîné qui est rentré entre-temps, qui m'a dit, ben, si tu as l'option d'aller au Canada, vas-y au Canada. Donc c'est comme ça que j'entame toutes les démarches et puis je viens au Canada. Donc, pour résumer la question, l'envie était là depuis très longtemps, depuis 2011. Et puis on arrive au Canada en 2021, donc ça fait quoi, 10 ans. Ouais, c'est bien, on n'a pas lâché le rêve. Mais attends, donc si je résume bien, toi tu voulais juste partir, mais c'était pas forcément pour faire des études. Ah non, si. C'était pour faire des études. Moi, toi aussi, c'était les études. C'était clair. Ok, mais c'est bien, on a de bonnes personnes ici qui adorent étudier parce que, bon, comme tout le monde, on peut avoir des peurs ou des appréhensions quand on change d'un point A à un point B. C'était quoi vos appréhensions, vos peurs avant de partir? Ok, je suis pressée, je veux partir au Canada, mais on a des appréhensions. C'était quoi pour vous? Personnellement, me concernant, j'avais pas d'appréhension en tant que telle. Parce que j'avais vu ma soeur partir, mon frère partir, j'étais comme toute seule à la maison avec les parents, donc j'avais vraiment le désir aussi de quitter le cocon familial. Je me disais que, parce que faut dire que déjà en Côte d'Ivoire c'est un peu mal vu, toi une fille, tu vas prendre ton appartement toi seule et tout ça et tout, donc c'était pas très bien vu, donc j'étais comme, moi aussi je veux en fait quitter la maison familiale, je veux aussi quitter pour voir en fait qu'est-ce qui va se passer. Donc pour moi c'est le contraire ce qui s'est produit. J'imaginais un peu comme le Canada, comme genre ça allait être ma liberté en fait, genre j'allais avoir mon chez moi, j'allais enjoy ma vie et tout ce que je peux pas faire chez papa et maman, je vais faire ça maintenant au Canada et tout. Donc c'est ça, de base je venais étudier en Joy. Voilà, c'est ça, je comprends. Oui, et toi Stéphane? Ben moi, je dirais, j'ai travaillé très, très jeune, 22 ans déjà j'ai travaillé. Voilà. Et puis après j'ai dû quitter ma famille pour prendre chez moi. Donc très tôt j'étais un peu comme indépendant. Voilà. Donc, après j'avais pas peur
de changer d'espace. Tu vois. Donc venir au Canada, pour moi, c'était plutôt, on va dire, une excitation, tu vois. Découvrir un monde nouveau, des nouveaux challenges et tout ça derrière. Donc j'étais comme préparé déjà. Ouais. Voilà. Puis mon ancien travail aussi m'a préparé à affronter la vie. Donc pour moi, c'était comme venir découvrir quelque chose de nouveau. Ok, c'est bien. Est-ce que vous avez dit à vos proches et qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre départ? Ou bien vous avez attendu peut-être à un jour, bien une semaine du départ, parce qu'il y a les sorciers, et puis c'est là que vous avez dit, ah, je vais au Canada. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre départ? Ben, je peux commencer. Puis, moi, je l'ai dit à ma mère, je pense que je l'ai dit quoi, pratiquement 2 semaines. Ouais, je pense que je l'ai dit. En fait, moi, mes projets personnels, là, j'ai vraiment un cercle restreint, on va parler de ça. Un réseau professionnel là, constitué de 4 personnes là-dedans. Donc, tu as des mentors, tu as un certain nombre de personnes qui sont dans ton réseau. Donc, j'ai des personnes très proches à moi, et mon aîné fait partie. Lorsque je suis dans un projet très personnel, là, c'est juste à ces personnes-là que j'informe. Okay. Voilà. Il y a parfois des amis qui sont très intimes aussi. J'ai un ami très intime à qui savait le projet et tout. Mais j'avais pas de problème, moi, cette histoire de sorcellerie-là. Voilà. C'est vrai, ça existe, mais dit qu'il va venir empêcher mon départ de... Je suis dans le sang du Christ, là. Alors, c'est bien, Jésus sauve. Donc, pour la majorité, c'est sur le départ que je les ai informés, mais pour mon cercle très proche, ils savaient déjà. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils étaient contents ou bien? Oui, sincèrement, hein, pour moi, tout le monde était content. Tout le monde était content. Après, il y a même eu une fête avec mes grands-parents. Il y a eu une fête, il y a eu la prière, la bénédiction et tout ça. Ah, c'est cool. Voilà. Au travail aussi, ouais, ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Ouais. Et toi, Emmanuel? Moi, me concernant, comme on dit, je suis partie en cachette, comme une voleuse. Mais je m'explique. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà fait une première demande, en fait, pour venir au Canada, et IRSSC avait refusé ma demande. Okay. Et tout le monde savait déjà que, Emmanuel s'en va au Canada, et la demande n'a pas fonctionné. Donc, les gens me voyaient traîner dans les rues d'Abidjan et tout. Hey, donc, c'était bizarre. Oh là là, ça, c'est pas la honte sur moi, vraiment. C'était bizarre. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que mon frère devait se marier en France et tout. Et au même moment où on a fait le visa pour la France, en même temps, j'ai dit, bon, je vais relancer quand même le mien et tout. Et puis, cette fois-ci, ça a pris. Donc, les voyages étaient comme connectés. On partait en France pour le mariage de mon frère. Et puis, je pense, 2-3 jours après, moi, je quittais la France pour venir au Québec. Donc, tout le monde dans sa tête, en fait, m'a vu en se disant que, elle part pour que son frère se marie. Donc, c'est lorsque mes parents et ma soeur reviennent à Abidjan et qu'on ne me voit pas, c'est là que les gens se disent, premièrement, probablement qu'elle est restée en France. C'est ça. Maintenant, comme moi aussi, j'aime les réseaux, j'ai seulement posté une vidéo et tout. Et puis, les gens ont commencé à m'écrire, mais ça, c'est pas la France. Toi, tu es où? Et c'est là que j'ai commencé à informer un peu mon entourage que, oh non, finalement, je suis au Canada et tout ça. Et franchement, les gens il y a eu de tout. Il y a eu des personnes qui se sont senties blessées parce qu'elles étaient comme, on est quand même proche de toi et puis tu nous as cachés avant de partir. Il y a eu des personnes aussi qui s'en foutaient, qui étaient comme, la façon dont le couloir par où tu es passé et puis ça a marché là. Faut nous dire aussi, nous aussi on va passer. Et puis il y a eu des personnes aussi qui étaient comme, on n'était pas vraiment très proches. Elles me disaient pas leur projet, je leur disais pas les projets, donc on s'en fout. Mais je sais que vraiment mon attitude a blessé certaines personnes parce que j'ai même eu des amis qui étaient comme dans nous on était sorciers. En fait, la première fois tu nous as dit, ça n'a pas pris. Maintenant tu nous dis pas. Et puis maintenant ça prend. Donc je veux dire que c'est nous on était des sorciers. C'est dire que non, c'est pas une histoire de sorcellerie ou quoi que ce soit. J'ai seulement voulu protéger le bébé le temps que les 9 mois arrivent. C'est vrai, tu as raison. Bon, là, on arrive au Canada. On est arrivé au Canada. C'est quoi le premier choc? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive? Le premier ressenti? Ça, vraiment, désillusion totale. Pourquoi? Désillusion totale. Parce que déjà, j'arrive au Canada avec mon plan bien établi et tout. Je devais faire ma maîtrise en comptabilité. Donc pour moi, je vais accumuler les cours et tout ça. C'est sûr, 1 an et demi, j'ai terminé ma maîtrise. Je rentre sur le marché du travail. Donc je commence ma première session en prenant 5 cours. Dans 5 cours, je me dis... Bon, on va recadrer un peu. Avant d'arriver à l'école, parce que ça, tu es en train de
Jumpé. Là, tu descends de l'avion. Okay. Tu arrives au Canada, ok, ici c'est Montréal et tout. Genre, comment tu te sens? Et puis maintenant, ta première semaine avant l'école et tout, comment tu vois la vie et tout? Donc là, je recommence alors ma question, ma réponse. Mais là, du coup, lorsque je suis arrivée, moi, je l'ai atterri directement à Québec. Donc, lorsque je suis arrivée directement à Québec et tout, je sors de l'aéroport et tout, je suis comme... Enfin la liberté. C'était ça mon premier ressenti, enfin la liberté et tout. Donc du coup, il y avait l'ami de mon frère qui venait me chercher, donc il me prend, on prend toutes mes affaires, on part. Non, c'était un de ses amis très très proches parce qu'ils ont fait Saint-Viateur ensemble et tout, ils sont restés vraiment très très proches après. Les publicités là dans le... On fait publicité d'école, moi je suis pas là à Saint-Viateur. Je fais la publicité de l'école. On sait pas c'est quelle école ça. Donc du coup, ils sont restés très très proche et tout, donc il vient vraiment, il me prend comme sa petite sœur et tout. Donc c'est avec lui et sa fiancée que je fais mes premiers pas un peu. Ils m'accompagnent dans les magasins, ils me disent bon, ici c'est Walmart, ici c'est Maxi, ici c'est tout, voilà, ici la nourriture est pas trop chère et tout ça, ici c'est bon, si tu veux ta viande, achète ça ici et tout. Donc quand même ils m'ont donné mes premiers repères. Donc ça a fait que quand je suis arrivée, j'ai tout de suite pris mes repères avec les magasins et tout ça. Et aussi, je me suis pas vraiment sentie seule parce que je me suis sentie quand même comme dans un petit cocon. C'est sûr qu'on vivait pas ensemble, mais on passait énormément de temps ensemble. Ils prenaient de mes nouvelles souvent. Et puis, j'avais pas encore acheté mes marmites et tout ça. Donc, soit ils m'ont venu, on partait au restaurant, soit sa chérie cuisinait pour moi, tout ça. Toi, tu as la chance, hein? L'ambiance était vraiment bonne. Pour le début. Non, vraiment, toi, tu as beaucoup de chance. Ça, là, c'est une chance que beaucoup n'ont pas, malheureusement. Alors, pour moi, c'est un peu comme l'inverse de toi, hein. Mais plutôt je suis tombé dans un très bon cadre. Comme j'ai dit, je suis arrivé en plein Covid. Donc 2021, hiver 2021, plein Covid. Je suis arrivé à 21h à l'aéroport à Montréal. Donc j'ai dormi là. Parce que l'ami qui devait venir me chercher en son temps, je pense qu'il devait travailler, et puis il y avait les restrictions de déplacement et tout ça là. Donc j'ai dormi à l'aéroport, c'est le matin qu'ils sont venus me chercher. Donc d'abord même déjà un premier contact. Qui n'est vraiment pas cool. Tu dors à l'aéroport, c'est le... Non, Imagine dans quelles conditions aussi on dort et tout ça là. Voilà. Donc il vient me chercher, moi j'ai atterri, je ne viens pas à Québec, hein, bien que l'université est à Québec. Je vais à Saint-Hyacinthe. Donc il faut comprendre que sur le campus là, il y avait comme les chambres universitaires, on priorisait, on demandait aux gens de plus rester à l'extérieur, là, si tu peux, en fait, tu vois. Il y avait comme manque de chambres, je pense que les chambres étaient comme bouclées. Parce que moi, je voulais être sur le campus, même, directement. Mais avant de venir, par le biais d'un ami aussi, j'avais comme d'autres amis qui étaient déjà à Saint-Hyacinthe. Ils disaient, pourquoi ne pas descendre dans une communauté ivoirienne? Donc moi, j'ai fait mes repères, mes premiers pas là-bas, et puis après, je viens à Québec. Voilà. Donc je descends à Saint-Hyacinthe, dans une communauté ivoirienne avec des Ivoiriens, tout ça. Donc pareil aussi, aller faire mon AS et tout ça, ouverture de compte bancaire. Et j'arrive une semaine de retard pour les cours. Peut-être après on va rentrer dedans, mais tu vois, une semaine déjà, c'est... Donc voilà, c'était ça. Donc j'ai fait une année à Saint-Hyacinthe. Donc quand j'ai des compos, je viens sur Québec pour venir composer. Voilà. C'était difficile, hein. Ouais, j'imagine. Imagine le travail, les cours, se déplacer pour venir composer. Donc voici un peu ma première impression, mais la première année était très difficile, j'ai failli même me retourner. Ok, on va arriver sur ce sujet-là. Mais franchement, oui, je pense que, bon, moi aussi, quand moi je suis arrivée, j'ai eu la chance parce que j'avais ma petite maman et mon petit papa aussi qui habitaient à Saint-Hyacinthe, qui sont allés me chercher, qui m'ont aidé. Et puis j'ai fait peut-être 2-3 jours avec eux et après je suis venue à Québec, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que ma grande sœur elle avait un ami ici qui m'a aidé à trouver un appart parce que moi je regardais sur internet depuis Abidjan, j'y avais beaucoup d'arnaques. C'était compliqué de trouver le logement et tout. Et lui, il a des appartements qu'il loue et il a contacté un de ses amis qui avait un Airbnb. Du coup, ils m'ont loué le Airbnb. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et même Abidjan, comme par hasard, le propriétaire, qui est son ami, était à Abidjan. Donc, il est venu à Abidjan. On a payé déjà le loyer pour 2 mois. On a discuté, il m'a un peu expliqué ce qui allait se passer, comment l'hiver et tout.
Et quand je suis venue, ils m'ont aidé en fait. Mes premiers pas, mon premier jour à Québec, c'était l'anniversaire d'un, on est sortis. Franchement, j'ai une bonne communauté de bons grands frères ici qui m'aident, qui m'ont montré un peu la vie. En tout cas, j'ai des gens sur qui je peux compter. Donc ça, je pense que j'ai vraiment eu cette chance-là que beaucoup n'ont pas, qui se sentent vraiment seuls. Ça, c'est tellement important. Surtout l'arnaque pour le logement, là. Ça, c'est chaud. Et là même, ça a encore monté d'un cran. Ouais. C'est ça. Donc, je les salue tous. Une petite dédicace. Vous avez la chance. Vous allez être célèbre. Vous passez sur mon podcast, même si on ne vous voit pas. Bref. Là, on va parler des chocs culturels. Parce que on quitte un pays, un autre continent même. Donc, il y a des chocs. On est en mode... Il y a des gens qui vont dire « Ah, ici, on ne salue pas les gens. » ou « Ah, on ne parle pas avec les voisins. » Ce genre de choses. Donc, c'est quoi vos chocs? C'était sur quoi vos chocs culturels? Mon premier choc culturel, c'était au travail, à Saint-Hyacinthe. Tu sais, chez nous en Afrique, là, on est beaucoup droit d'aînés et tout ça. Là. Ouais. On veut aider les personnes âgées et tout. Ouais. Je travaillais dans une usine à Saint-Hyacinthe, là, pendant que je faisais le cours. Donc, on avait comme 20 heures de travail, là. Donc, là où j'ai travaillé, il y avait comme une dame d'un certain âge hein, qui faisait ses tâches. Mais il y avait comme un objet à déplacer, tu vois. Puis, rapidement, quand je l'ai vue de loin, avec l'objet qu'elle voulait déplacer, je me suis rapproché pour vouloir l'aider à déplacer l'objet. Je t'ai dit, la dame a pété un plomb. Elle a pété un câble, comme on le dit. Elle dit, je suis capable. Je le fais depuis près de 25 ans. C'est pas à toi de venir m'aider à faire mon travail. Donc, j'étais sidéré. Ouais. Et là, ma gestionnaire dans l'usine là où je travaillais, elle a constaté tout de suite. Là. Et puis, elle m'a comme appelé pour dire, là, ouais. Tu vois, les gestionnaires, ils ont cette capacité de voir plusieurs cultures, comprendre un peu tout le monde là. Pour dire non, si elle fait son travail, t'inquiète pas, elle fait son travail, tu fais, comme on le dit, fais ta job. Donc au passage, ici on dit une job, c'est pas une erreur. Donc elle dit, voilà, chacun fait sa job, donc t'inquiète pas, tu la laisses faire sa job, tu fais ta job, voilà, tu finis ta job, tu rentres chez toi. Donc ça, en termes de choc culturel, c'était vraiment mon premier choc. Peut-être qu'il y a eu d'autres plus tard, mais c'était vraiment le gros choc. Chacun se met de son business, en fait. C'est ça. Mais moi, mon premier choc culturel ressemble un peu au sien, sauf que le mien, ça s'est passé dans le bus. Ouais. Ah, tu vois, quand tu viens de la culture... tu as trouvé toujours. Quand tu viens de la culture africaine et tout, et on te dit que non, toi, une petite fille, tu peux pas t'asseoir, et puis une personne dans un certain âge et tout, est debout et tout ça. Donc moi, je prends le bus et tout, je vois vraiment une mamie qui vient et tout, avec sa manchette et tout, et il n'y a plus de place. Donc je suis assise. Déjà, j'étais choquée de voir qu'il y avait plein d'autres personnes qui se sont pas levées. Ouais. Mais bon, comme c'est trop moi, je voulais trop me jouer à l'enfant gentil. Donc je me lève, je fais signe à la mamie que et le pire, je l'ai appelé Tata. Quoi? Je l'ai non, mais appelé attends, Tata. non. Là, toi, tu abuses. Aïe! Je me lève et je suis comme, Tata, ouais, tu peux. Tu l'as donné où? Vraiment, j'ai pris pour moi ce jour-là. La façon dont elle m'a lavé, déjà, elle m'a fait comprendre que de 1, elle n'est pas ma Tata. De 2, elle n'a pas besoin de moi, elle est complètement capable de se déplacer, que d'ailleurs même elle fait ses courses toute seule et tout ça. Elle n'a pas besoin d'aide ou quoi que ce soit. Donc, et vraiment, et devant tout le monde, hein, quand je dis vraiment, t'as tout le bus qui nous regardait et tout. Et vraiment, ça m'a choquée, ça m'a sidérée. J'étais comme, et ici, là, c'est comme ça. C'est vraiment, chacun s'occupe de son chacun. Chacun dans son chacun. Et tout. Donc, c'était ça, mon premier gros choc culturel que j'ai vécu. Après ça, le deuxième aussi, c'était au travail et tout. Parce que, comme on le dit, au travail, vraiment, t'as l'habitude de voir que les aînés ont quand même un certain respect et tout ça. Et moi, en fait, j'avais eu ce gros problème. C'est que quand j'ai commencé à travailler ici et que je voyais les personnes plus âgées que moi, et tout, j'osais pas forcément leur dire non. Ouais. Voilà. Quand ils me disaient, donc ça fait que je me retrouvais à faire les tâches de tout le monde. Oh, ça c'est très important. Parce que j'arrivais pas à dire non. Et puis tout de suite, ils ont compris que c'est là. On peut facilement l'utiliser. Le souffle-douleur. On peut facilement l'utiliser. Et Dieu merci, c'est ma gestionnaire qui s'est rendu compte qu'il y a un problème. Tout le monde te passe ces tâches. Et c'est elle qui m'a dit que non. Ici, c'est le travail. Que la personne ait 15 ans, 20 ans de plus que toi,
non, c'est non. Okay. Du moment que c'est pas dans ton plan de travail, tu n'as aucune obligation de le faire. Et tout. Et vraiment, ça m'a déjanté et ça m'a aidé pour toute ma carrière. Ah, franchement, c'est très important ça là. Petite parenthèse. Donc, à toutes les personnes qui nous regardent là, on ne dit pas d'être impoli, mais quand vous venez là, faites ce qui vous regarde. C'est vraiment ça. Faites ce qui vous regarde. Vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, moi, j'ai un petit choc. Mais c'est pas très big, mais moi, c'est juste pendant les cours. Nous, en général, à l'université ou au lycée, on se cachait pour manger, tu vois. On grignote, on se cache et tout. Mais ici, tu as tellement le droit de manger que, genre, à un moment donné, tu manges tellement. Moi, je sais qu'une fois, j'avais mon examen final de finance. Je suis venue avec des pop-corn. Et j'étais en train de manger comme si j'étais au cinéma. Et genre, mon prof, il me dit, mais attends... c'est la première fois que je vois ça. Popcorn, c'est un film que tu regardes. Je dis ouais, mais je savais pas quoi emmener. Mais j'étais en mode ok, on est à l'aise en fait. Et franchement, c'est cool d'avoir cette culture-là, même en réunion, tout le monde mange ou bien prend son café et tout. Pourtant, à Abidjan, on a trop le truc réunion, on est là, trop sérieux, on n'est pas détendu là. Donc franchement, ça c'est très intéressant quand même. Bon, là, on va parler de l'intégration. Comment on s'intègre avec les autres étudiants pendant ces cours, parce qu'ici, on fait beaucoup de travaux d'équipe. Ouais. Comment si tu as un cours en présentiel, parce qu'en ligne, c'est un peu plus facile, tu envoies des mails, mais en présentiel, comment tu vas parler à quelqu'un pour dire que oui, est-ce qu'on peut faire équipe ensemble? Comment tu te fais des amis, en fait, à l'université? Ben, ici, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme introverties, là. Il faut être plutôt extra, tu vois. Mais comment on fait? Parce que ça, c'est ta nature, là. Moi, je ne suis pas extravertie. Comment je fais pour parler à quelqu'un? Je pense pas. Bon, certains le disent, hein, que c'est comme dans les natures et tout. Mais je n'y crois pas. Ah ouais? Moi, c'est vrai, j'étais comme... Tu vois, la culture dans laquelle on vient, là, cette histoire du droit d'aînesse, tu fais ça. À l'école, par exemple, tu apprends ça, tu fais ça. Tu vois? Ici, par exemple, c'est qu'est-ce que tu as à proposer dans la chose. Donc, on te fait sortir très jeune. C'est pour cela que tu vois ici, les jeunes, ils sont plutôt extra et tout. Voilà. Mais après, on peut le casser. C'est de rentrer dans la communauté. Voilà. Donc, ne reste pas seulement dans ta communauté quand tu viens. Que ce soit une communauté haïtienne, communauté congolaise, communauté algérienne, tunisienne, marocaine. Toutes les communautés, tu rentres dedans. Il y a des associations. Mais comment on fait en fait? Parce que oui, moi c'est tellement facile. Moi je trouve que c'est trop facile. Parce que moi là, quand je suis venue ici là, moi je pensais que c'était ma vie de rêve. Hein. Moi je regardais beaucoup les films et tout. Je vais à l'université et tout. Ouais, il y a les soirées où tu vas à une soirée ou bien même dans les films, tu vas dans un bar, tu t'assois, tout le monde vient te parler. Tu vois les trucs, mais quand je viens, personne ne me parle ou je sais pas en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'existe pas. Donc, comment je fais pour parler avec quelqu'un? Et surtout, on n'a pas la même culture. Ouais. On a une culture française. Donc, si on va en France, on a plus de facilité à s'intégrer avec des Français. Ouais. Mais ici, on ne regarde même pas les mêmes émissions, les mêmes chanteurs. Donc, même si tu veux causer, qu'est-ce que je vais dire, tu vois? Donc, est-ce que je vais dire, je vais te faire un compliment sur tes chaussures, mais si je vois que, bon, il ne peut pas faire compliment sur tes chaussures, il ne peut pas faire compliment sur ta vie, qu'est-ce que je fais? C'est le sujet, là. Il faut trouver un sujet. Comment je fais pour avoir amis ou bien juste parler avec quelqu'un? Ça, comment on arrive à faire ça? Moi, je dirais c'est un peu plus de curiosité, ouais. Tu vois? C'est comme toi, Noura, je viens et puis je vois, tu vois, ton pull, il me plaît. Ah, ton pull, il me plaît. Ouais. Tu l'as acheté où, à combien? Ah, ça me plaît bien, c'est très beau. Tu vois, ça fait un sujet de conversation. Ouais. Mais si je dois venir te regarder, je te regarde dans les yeux, je ne sais pas ce que j'ai à dire. Tu vois. Il faut créer toujours un sujet de conversation. Ouais. Moi, c'est ce que je Donc, tu dirais que toi, tu t'es bien intégré avec les étudiants? Ouais, moi, je suis bien intégré. C'est vrai que j'ai fait une année, comme je l'ai dit, à Saint-Hyacinthe. Mais même là-bas encore, je me suis intégré à ma communauté. Ouais. Voilà. J'ai eu de très bonnes amitiés là-bas. Là. J'ai eu des amis pour la vie. Là, et tout. Mais est-ce que c'est parce que tu t'es rentré dans des associations des étudiants et puis tu passais à des événements, des trucs comme ça, c'est ce qui t'a permis de t'intégrer? Oui, mais il faut dire que moi, la chose était comme dessinée, hein, comme je l'ai dit, depuis mon aîné, là, tu vois, c'est comme un fil conducteur. Lui, il va en France dans les années 2009, donc 2011, il finit, et puis il rentre. Donc, il m'explique un peu le schéma, tu vois. Quand tu vas, ne reste pas dans ton coin, en fait. Il faut t'intégrer en faisant ceci, cela. Il y a des associations.
échange avec des personnes. Donc tout de suite, moi, ça c'était clair dans ma tête. Là. Voilà. Donc quand je viens, je rentre dans les associations. C'est pour cela, tu vois, je connais un peu toute la communauté sur le campus. En tout cas, de ma période là, la plupart des communautés là, je connais pas mal les personnes qui sont sur le campus. Donc c'est vraiment, il faut s'intégrer. Ça c'est très important. Il ne faut pas rester dans son coin. Ouais. Voilà. Parce Et que toi, c'est un pays comment où on t'as déprime fait? Mais déjà, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Ouais. Beaucoup de mal. Je sais pas, j'ai l'impression que pour les hommes, c'est beaucoup plus Oui, facile. les hommes, c'est toujours plus facile. J'ai toujours l'impression que pour les hommes, facile. c'est plus facile de s'intégrer. Mais pourquoi on est compliqués comme ça, nous, les filles, là? On réfléchit trop, on se pose Ouais, trop on de réfléchit questions, trop. genre comment ils vont me prendre et tout. Donc moi, ça a été très difficile. Ouais, mais... Ouais. En majorité, c'est plus les femmes. Donc c'était très... Parce que vous, les gars, là, souvent, vous allez dire bonjour, c'est comment? Bonjour, bonjour. Et puis C'est finalement, vous êtes fini, amis. ils sont amis. Pourtant, fil, on s'est dit bonjour aujourd'hui, demain, là, c'est pas sûr qu'on se salue, hein. Comme ça, voilà. Donc c'est ça. Et bon, avec la communauté ivoirienne, il n'y avait pas de problème parce que ivoirien, tout s'est passé. Mais comment tu fais, en fait? Quand tu viens, tu cherches les associations? Moi, j'ai pas eu besoin de chercher parce que comme je te disais que l'ami de mon frère avait déjà étudié ici. Ouais. Donc c'est lui-même qui me présente au président des étudiants ivoiriens de l'époque. Et tout. Donc déjà, avec la communauté, donc j'intègre le groupe et tout ça. Et puis il me demande, il dit, attends, t'es dans quel programme et tout. Et puis je lui dis mon programme et tout ça et tout ça. Sauf que tous les Ivoiriens ne sont pas dans ton programme. Déjà, même, ils ne sont pas forcément dans ta faculté. Et même s'ils sont dans ton programme et dans ta faculté, vous n'avez pas forcément pris les mêmes cours. Donc, c'est quand j'arrive, en fait, à commencer mes cours que je me rends compte que, là, je suis dans les problèmes. Je connais personne. OK. Et j'arrivais pas à m'intégrer, j'arrivais vraiment pas à m'intégrer. J'ai tenté les choses que tu as dit là. Oh non, ta tenue est belle. Oh, j'aime bien ton maquillage aujourd'hui. Ça ne fonctionnait pas. Donc, à la rentrée qui a suivi, je pense que c'était la rentrée d'automne, parce que moi j'ai commencé à l'hiver. Donc à la rentrée d'automne et tout, j'étais comme j'ai fait une session toute seule. Déjà pour les travaux de groupe, c'était compliqué parce que quand tu connais personne ne veut venir s'associer avec toi et tout. Donc c'était compliqué. Des fois tu te retrouves en fait dans un groupe parce que comme les rejetés de la classe, personne ne voulait de vous et le prof vous met ensemble. Et tout. Donc la deuxième session, j'étais comme non, ça peut pas se passer comme ça. Donc j'ai pris mon temps et je suis vraiment allée en fait sur le site de l'université pour chercher toutes les associations qui pouvaient m'intéresser. Genre j'ai pris mon temps de chercher et je suis rentrée en même temps dans 3 associations différentes parce que je me suis dit que cette année là, je ferai pas de pub donc je ne dirai pas les noms des associations. Mais je suis vraiment rentrée à l'université là-bas, 3 associations différentes. Et quand je suis rentrée dans une de ces associations, premier choc aussi, j'étais la seule noire. Donc déjà quand j'ai vu première réunion, je me rends compte que je suis la seule noire, j'étais comme les problèmes vont commencer ici. On va parler de quoi? Mais ce qui m'a sauvée, c'est qu'il y avait beaucoup de Françaises. Donc comme il y avait beaucoup de Françaises et tout, il y avait quand même des points communs parce que déjà, comme elle a dit, surtout nous les filles là, au niveau des émissions, c'est les mêmes émissions et tout ça qu'on suit. Donc par exemple, une va commencer à parler d'une télé-réalité et tout. Et puis tout de suite, moi aussi, je peux renchérir pour dire que j'ai regardé ça et tout ça. Et puis c'est comme ça que les discussions commencent. Et après ça, ce que j'ai fait aussi, c'est que vu que je suis chrétienne aussi, et puis j'ai cherché une église. Voilà, donc moi, mon église, c'était une église où c'est toujours une église où il y a beaucoup de jeunes. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est une communauté de jeunes qui majoritairement aussi, comme moi, ils viennent en fait de cultures différentes d'un autre pays. Donc on s'est retrouvés entre jeunes à l'université Laval, seuls, chacun était seul, et on a pu se créer notre petit cocon. Mais le plus gros, ça a été en fait de trouver des amis dans ma filière. Parce que la majorité du temps dans les associations, je tombais toujours sur des personnes qui étaient soit en génie, même pas soit. Mais du coup, comment tu t'intègres avec les étudiants de ton coin? Tu t'es jamais intégrée? Si, j'ai fini par réussir à m'intégrer avec les étudiants de mon coin, mais le truc c'est que ça m'a appris en fait de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire, parce que moi j'ai fait la FSA, donc la FSA fait des balles, la FSA fait des activités. Et la première fois, je vous le dis directement, c'est difficile parce que je te dis, je vais payer mon ticket, je vais aller moi seule. Je vais parler à qui?
Je dis quoi? Tout le monde... Tu te dis qu'ils se connaissent entre eux, en fait. Parce que surtout pour nous qui venons en maîtrise. Parce que la majorité, ils ont fait leur bac ensemble. Et puis maintenant, ils sont à la maîtrise. Donc, tu te dis, mais je vais faire comment? Je vais m'intégrer comment? Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est de sortir de ta zone de confort. Et quand tu arrives dans ce genre d'événement, reste pas assise sur ta chaise, comme dans les films, tu penses qu'on va venir te parler, en fait. Non. Va vers les autres. Pose des questions. Et c'est comme ça. Moi, mes amitiés que j'ai eues dans ma fillette, c'est des amitiés qui ont commencé d'un point de vue professionnel. Dans le sens où je suis partie à ces événements-là. C'était des événements de carrière et tout. Et j'ai commencé à poser des questions à des étudiants, surtout les étudiants qui avaient déjà fait le bac en comptabilité ici. Et c'est comme ça que ça s'est créé et tout. Et eux aussi, ils étaient comme « Oh !» et tout. Et on se rend compte que quand même, il y a eu des similarités dans nos études. Et puis, ils étaient comme « Ah, mais moi, je veux en savoir un peu plus, en fait. Comment est-ce que la comptabilité se passe, en fait, dans ton pays, en Côte d'Ivoire et tout. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ils sont plutôt ouverts. Oui, ils sont très ouverts. Et puis, c'est à nous de faire le pas, en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est décider que, bon, je vais sortir de ma zone de confort et puis je vais faire le pas pour aller vers eux. Un autre truc qui m'a aidé aussi, c'est de m'intéresser aux activités d'ici. Par exemple, moi, comme ça, maintenant, je regarde le hockey. Et tout, mais c'est des trucs qui me disaient rien. Avant, ça ne me disait rien. J'étais comme les gens, si la dernière, je trouvais ça bizarre. Ils sont sur la glace et puis ils sont en train de se battre. Mais finalement, tu te rends compte que quand tu t'intéresses à ça et tout, ça aussi, ça crée des liens. Parce que eux, tu vas pas venir leur dire que non, moi, je veux aller regarder mon match de Cannes. Ils connaissent pas. Mais allons voir les remparts. Tu vas trouver des personnes qui seront intéressées qui vont partir avec toi. J'aime beaucoup. C'est ça, cabane de patin. J'ai même fait le patinage, une expérience terrible. J'adore vraiment ce que vous dites parce que en général, on aime trop être à l'aise. Ça, c'est important parce qu'on est ivoirien, on ne va pas toujours manger garbaman. Tu dois aller manger un peu de poutine. Il faut vraiment t'intégrer parce qu'un étranger qui va en Côte d'Ivoire, vous allez lui montrer à aller dans tel coin pour manger, pour boire et tout. Donc, je pense que c'est ça qu'on oublie quand même quand on vient, qu'on ne cherche pas à faire, on ne cherche pas à apprendre ce qui est ici. Mais il y a d'autres choses aussi que je n'ai pas trop aimé dans ce que vous avez dit parce que je suis d'accord qu'il faut chercher à faire des activités, qu'il faut chercher à faire des trucs, aller au bal et tout. Moi, je regrette à ma maîtrise, je ne suis même pas allée au bal. Non, je suis allée à rien. Mais je veux dire que souvent, tu vois, il y a des soirées, mercredi soir, il y a tant. Toi, tu as 4 cours, déjà, tu ne sais même pas comment tu gères ta vie, déjà ta vie toi-même, là, ta vie étudiante. Et puis, je vais aller au bal mercredi, on te doit rendre un truc. Là, tu te dis, je n'ai pas besoin et tout. En tant finalement, ça, c'est une bonne... Peut-être c'est ma faute ou c'est la faute de ces personnes-là, la gestion du temps, la gestion de plein de choses pour te permettre d'aller. Ou il y a des personnes qui luttent pour chercher à comment payer leurs études, à chercher comment ils vont payer ça et tout. Moi, j'ai pas envie d'aller au bal, man. Tu vois, genre, ça fait que c'est un peu compliqué. Et puis... moi, il y a des personnes qui m'ont dit clairement, c'était des cours de management où on apprend à s'ouvrir, on explique nos problèmes devant tout le monde et tout, et qui ont dit clairement qu'en fait, c'est pas qu'ils veulent pas avoir de nouveaux amis, mais ils sont habitués à avoir des amis depuis le primaire, par exemple, à grandir ensemble, ils ont le même cercle de personnes. Donc, c'est pas forcément évident de rentrer dans leur cercle. C'est pour ça j'ai oublié qu'on est des collègues ou je sais pas quoi, mais on n'est pas amis. Donc bon, souvent, c'est pas évident. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, les gens vont avoir au moins... Il faut essayer de vous intégrer. Forcément, il faut chercher à s'intégrer, tu vois. Même si tu n'as pas d'amis dans ta filière, il faut chercher à t'intégrer, à avoir des amis d'ici. Il faut chercher à faire d'autres choses. Comme elle a dit, patin. Il faut chercher à regarder, OK, les gens, ils ne connaissent pas soccer ici. Tu vois pas... Pourquoi tout le monde doit regarder soccer comme toi tu aimes et puis toi, tu vas pas chercher à faire comme eux. Donc, il faut essayer de prendre un peu des autres. Bon, là, on va parler d'un truc qu'on ne connaît pas forcément, qui se passe en Afrique, mais qu'on néglige ou qu'on ne vit pas beaucoup. C'est la dépression, l'anxiété, la solitude. À Abidjan, on peut avoir des petites périodes de dépression, mais ça ne dure pas. Des petites périodes d'anxiété, mais ça ne dure pas parce que tu as des gens autour de toi, c'est animé, il y a plein de choses. Mais ici, c'est pas évident. Surtout comment les maisons sont faites, tu prends le bus. Et moi, avant, je ne croyais pas à ce qu'on disait, le climat, il fait gris et tout, donc ça impacte en moral. Moi, je disais que, mais il raconte n'importe quoi, pardon, il est venu au Canada, il a vécu ma vie, je serais heureuse. Mais c'est vrai, se lever le matin, prendre le bus, il fait froid, tu te dépêches, tu es découragé, tu as peur de te courir ou de marcher, sinon tu vas tomber dans la neige. Tout ce genre de choses-là,
ça fatigue. Tu vois, le temps est gris à 15 heures, tu n'as rien encore fait de ta journée. Tout ça, là, ça impacte ton moral. Donc, est-ce que vous avez vécu des périodes de solitude ou de petites dépressions, que ce soit par rapport à l'école, à vos notes, ou juste parce que vous vous sentiez seul? Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses? Je vais commencer. Moi, j'ai vécu une période de dépression. Ok. Mais pas nécessairement parce que j'étais seule ou quoi que ce soit, mais c'était parce que j'avais un projet, j'avais un plan de ce que je pensais être ma vie au Canada. Et quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'étais en train de vivre. Ok, ouais. Donc déjà, et en plus ça, je me rappelle, j'ai dû aller travailler dans moins 30 une fois là, et puis vraiment, j'en avais tellement marre, je me suis bloquée comme ça dans la rue, je me suis mise à pleurer. J'ai vraiment, quand je voyais ça dans les films, pour moi c'était quelque chose qui ne pouvait jamais m'arriver. Mais ça m'est arrivé. Puis c'est là que j'ai compris que vraiment, le Canada, il faut être fort mentalement. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Donc, à toi qui nous regarde, qui va venir ici, là, commence déjà à te préparer. Il faut être fort mentalement. Et me concernant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, je voulais prendre 5 cours, ma première session. Parce que je me suis dit, je vais enchaîner les boss et tout pour vite finir et là. tout. Seulement que je me suis très vite rendu compte que en fait va falloir que je travaille pendant que j'étudie, parce que la scolarité que les parents payent, et ils doivent encore m'envoyer de l'argent pour mettre dessus. Si je continue comme ça, on va pas s'en sortir. Donc je cherchais un travail, parce que d'abord, c'était 20 heures. Les étudiants avaient droit à 20 heures. Donc je cherchais un travail. Et malheureusement, pour moi, je suis tombée sur un job qui ne m'offrait que 8 heures par semaine. Donc 8 heures par semaine, salaire étudiant, tu te rends compte que ça ne fait vraiment rien. Donc à ça, j'ai dû chercher un deuxième taf pour pouvoir compenser, pour avoir... Un travail de combien d'heures qui complète pour les 20 heures? Pour pouvoir ajouter 12 heures. Donc j'avais 2 jobs différents et c'était vraiment pas dans les mêmes domaines. Parce que un, c'était un magasin de vente et le deuxième, c'était vraiment un job étudiant en comptabilité. Donc 2 domaines complètement différents. Pourquoi tu n'as pas abandonné l'autre? Non. Parce que clairement, moi franchement, je respecte ça là. C'est une petite parenthèse pour respecter les gens qui font les métiers qu'on néglige, caissiers, vendeurs et tout. Ce métier-là est compliqué. Tu les vois arrêter pendant combien d'heures le dos, Seigneur, non, Seigneur. Vous êtes tellement fort. Et puis le salaire va pas avec. Déjà, toi-même, tu es fatigué et puis tu vas supporter les humeurs des gens. Non, vous êtes très fort parce que là, on continue. Donc c'est ça. Et finalement, je me suis rendu compte, ça paraît rien. On a l'impression que genre 20 heures par semaine, c'est pas énorme. Mais finalement, je me suis rendu compte en fait que quand je reviens du travail, je suis fatiguée. Surtout le job de vendeuse, je suis fatiguée. Donc c'est-à-dire que le jour où je pars faire ce job, je sais que ma journée est foutue. Je vais rien faire d'autre que ça. Quand je vais rentrer, je vais manger, je vais dormir. Et à la mi-session, je me suis rendu compte que je n'avançais pas dans mes travaux. Mes examens que j'ai fait là, les notes sont venues catastrophiques. Et c'est trop tard, je ne peux plus abandonner mes cours. Parce que même si j'abandonne, il y aura la mention échec dans mon dossier. Non. Donc là, maintenant, tu commences à réfléchir et tout est comme les études, ça va pas. L'argent, ça va pas. Le travail, même, ça va pas et tout. Et c'était comme, j'étais à bout. Je suis arrivée à un point où je savais plus d'où donner la tête. J'avais l'impression que j'avais des problèmes de part et d'autre et qu'il n'y avait pas de solution. Et c'était ma première session. Je connais, c'est pas vraiment grand monde. Donc, il y avait personne à qui je pouvais parler pour dire que je vis ça et tout. Parce que mine de rien aussi, ça, je pense que ça, c'est peut-être un problème des femmes. Il y a aussi l'apparence. Tout le monde sait dans ton entourage que tu as gardé en Côte d'Ivoire, que tu es venu au Canada, tu postes sur les réseaux et tout. Donc, tu n'arrives pas forcément à aller expliquer à tes amis qui sont au pays, en fait, que tu souffres. Tu es obligé de garder l'apparence. Quand on te demande si tout va bien, tu fais que ça va bien. Le truc même, ils vont pas comprendre parce qu'ils vivent pas ça. C'est ça. Alors que non, ça n'allait pas bien et tout. À chaque mois, il fallait réfléchir parce que littéralement, moi, tout l'argent que mes parents m'envoyaient, tout rentrait dans le loyer. Donc, il faut réfléchir à comment est-ce que je vais manger et tout ça parce que je ne devais pas encore aller leur demander compléter et tout ça. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai échoué. Cette session-là, j'ai passé 3 cours et j'ai échoué 2 cours. Et après ça, directement à la FSA, en fait, parce que je ne sais pas si toutes les facultés sont comme ça, mais à la FSA, il faut avoir un certain level de moyenne pour pouvoir rester dans la faculté.
C'est ça. On t'exclut. Donc, directement, après, j'ai eu une rencontre avec le bureau du registraire qui m'ont directement fait comprendre que la prochaine session, si j'échoue encore des cours, en fait, ma cote Z j'ai oublié le thème exact. En tout cas, tu ne pourras plus faire ce cours. Ça va chuter et puis je ne pourrai plus faire ce programme. Ouais. Donc, j'avais déjà ce stress-là en tête. Et en plus de ça, après, c'était la session d'hiver, donc c'était l'été. Pour moi, l'été, j'allais profiter en fait pour travailler, pour amasser le plus d'argent possible. Et puis, on vient m'informer en fait qu'il y a possibilité que tu sois, en fait, on te chasse de ton programme. Et là, tu réfléchis à tout ce que les parents ont dépensé, tout ce que toi-même tu as investi. Si on te chasse de ton programme, tu vas aller où? En plus de ça, il y a l'immigration qui est devant parce qu'il faut aller leur expliquer. Tu es venu ici pour étudier. Comment ça se fait que tu n'as pas réussi à étudier pour rester dans ton programme? Et tout, donc, tu as tout ça là qui te passe par la tête. Et franchement, comme je dis, arrivé un jour, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. J'ai pleuré dans la rue comme un enfant. Après ça, j'ai appelé à mon travail pour dire que je suis malade, je ne pourrais pas rentrer. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu ce courage-là d'expliquer à mes parents réellement, en fait, qu'est-ce qui se passait. Que vraiment, le Canada, c'était pas ce à quoi je m'attendais et tout. Et quand je leur ai ouvert mon cœur et tout, la réaction qu'ils m'ont tout de suite dit, c'était comme, est-ce que tu veux rentrer, du coup, en France? Les parents aussi, J'étais comme, moi je suis en train de vous expliquer mes problèmes pour que vous venez me soutenir et tout. Et puis vous êtes, mais Dieu merci, ma mère s'est ressaisie après. Elle a tout de suite dit que non, tu as bataillé, tu as prié pour aller au Canada et tout, ça va bien se passer. Donc, c'est elle qui a commencé un peu à me fortifier et tout. Quand j'étais comme... Parce que vraiment, je ne peux pas compter le nombre de fois auxquelles j'ai regardé les billets d'avion et puis j'étais comme, je veux rentrer. Je veux rentrer, ça ne sert à rien. Ouais. Je suis ici. Et surtout que je me comparais aussi beaucoup à mes amis. J'étais comme, je suis en train de perdre le temps dans cette maîtrise-là. Mes amis, on va finir. Elles vont aller commencer à travailler. Moi, je suis encore dans la maîtrise. Oh. Donc, c'est tout ça là qui jouait beaucoup sur mon mental et tout. Et puis, j'étais comme, je veux rentrer. Et finalement, je ne suis pas rentrée parce que j'ai eu la chance de tomber sur une professeure. C'était le cours d'audit de performance. Et c'était une Québécoise en plus. C'est cette prof-là qui m'a motivée. Parce que quand on a commencé à faire le cours, elle était beaucoup intéressée en fait par le système OHADA. Okay. Et tout. Donc, elle était beaucoup par le système OHADA, la comptabilité en Afrique et tout. Donc, elle et moi, on avait des conversations et tout. Et c'est elle qui me disait, mais en fait, tu as du potentiel. Parce que littéralement, je voulais abandonner la comptabilité. Je voulais me rediriger vers un programme, en fait, qui était un peu plus facile. Ma vie! Donc, c'est elle qui m'a motivée, qui m'a dit que mais tu as du potentiel. Je vois tes notes, je vois que tu as du potentiel, en fait. Le système n'est pas c'est ça. Que ça va même te prendre 1 an pour t'adapter, mais n'abandonne pas parce que ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Qu'est-ce qui te garantit que bon, peut-être que parce que moi je me disais je vais aller en marketing. Marketing là-bas il y a l'argent et puis c'est facile. Donc elle me disait en fait comme ça, mais qu'est-ce qui te dit que si tu pars en marketing en fait ça sera facile. C'est pas facile hein. Ça sera facile et tout. Parce que et c'est vraiment franchement je dis merci aux professeurs de l'université Laval parce que je sais pas si eux tous ils sont comme ça mais ils sont. Elle a été tellement patiente avec moi. Et finalement, c'est elle, avec cette prof que j'ai écrit ma maîtrise, en fait, pour dire à quel point elle m'a marqué. Elle me l'a marqué. C'est tellement beau, c'est bien. Wow. Moi aussi, j'ai parlé. Il y avait beaucoup de choses à dire. Cette partie-là, hier même, je parlais de ça avec un ami à moi. Je lui disais que tout le monde a vécu la dépression au Canada ici, en tout cas les immigrants qui viennent là. Ouais. Seulement c'est la forme qui change. C'est vrai. Ils vont se jouer peut-être comme on le dit chez nous les garçons, mais dans le fond toi seul tu sais ce qui se passe. Toi seul tu sais. C'est comme un petit truc, on dit tu te mets sous la douche, mais tu te mets en bas de la pluie pour pleurer là. Tu as dit non c'est la pluie ou bien c'est l'eau. C'est ça. Donc c'est clair, cette phase de dépression qu'elle a expliquée là, beaucoup d'étudiants étrangers se sentent là-dedans. Voilà. Moi, je vais remonter un peu en arrière avant de revenir là-dessus. Il y a beaucoup de similitudes, seulement tu enlèves juste la partie parents. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai travaillé, j'ai épargné avant de venir. Donc, je suis venu sur fonds propres. Vous avez devancé ma prochaine question, mais bon, comment avez-vous financé vos études au Canada? Tes parents ont payé tes études? Fonds propres. Ok, continue.
Mais je ne vais pas rentrer dedans pour répondre après à cette question si tu veux. Donc, c'est vrai que je préparais mon arrivée au Canada. J'avais lancé ma demande de visa, mais en même temps, je travaillais. Et puis, j'avais une activité à côté dessus. Moi, je travaillais dans le BTP. Voilà. J'étais dans une entreprise de fabrication et commercialisation de peinture. Moi, j'étais un commercial terrain. Donc, partout, il y avait des chantiers. Donc, tout ce que tu vois comme chantier, 4e pont, tout ça, j'ai travaillé dessus au pays. Petite parenthèse, vous voyez le 4e pont à Abidjan, là. C'est un élément du 4e pont. Donc, j'ai travaillé dans les fondations. Donc, ouais. Le béton, là, il y a des tests qui se font avant de valider le béton. Donc, j'ai travaillé sur tout ça, les adjuvants béton et tout ça. Donc, même les différentes tours au plateau, tout ça, j'ai travaillé. Wow. J'ai travaillé sur le... Ah, waouh! J'adore le New Motel. J'adore cet hôtel. On fait les pubs seulement aujourd'hui, là. Il a travaillé sur les bons projets. Vraiment, vas-y. Et BMP aussi, je pense que j'ai été au stade. On est champion d'Afrique, encore une fois. Là où il y avait des constructions, j'étais dedans. Bon, on se reconcentre. Alors, ta dépression. Donc, tu vois, tout ça, et puis... Je viens au Canada, donc 2021, je vais à San Pedro chez ma mère parce que le père est décédé. Je vais à San Pedro chez ma mère pour aller fêter. J'ai fait la demande de visa, c'est pas encore sorti. Donc je vais fêter, je dépense beaucoup d'argent. Et puis je viens à Abidjan, le 4 janvier, on m'appelle pour me dire ton visa est sorti. Les cours commencent le 18 janvier. J'ai travaillé pendant 6 ans, je dois démissionner. En tant que vous connaissez le processus, c'est un processus très long. Bon, je n'ai pas expliqué le processus, mais j'ai démissionné. Je n'ai pas dit au patron tout de suite que je partais au Canada, mais il fallait que je démissionne. Voilà. Donc je viens avec le peu d'argent, je dirais le peu, parce que quand tu arrives ici, que tu convertis, ça devient peu. Ouais. J'arrive, on commence les cours, je paye la première session. Ouais. Mais mes finances... Bon, on va faire une parenthèse. En tant qu'étudiant étranger, nous payons au moins 10 000 $ par session. C'est-à-dire qu'un cours te coûte au moins environ 2 000 et quelques dollars. Si tu as pris 5 cours. Ouais, j'ai pris 5 cours. Ok. Facture est encore là. Souvent, je suis là, puis je regarde ma facture. Donc ça, déjà, c'est un stress, même si tu as vie. Donc, première session, je prends 5 cours, 11 500 $ ma facture. Je regarde mon argent, il faut payer ton loyer, ta nourriture. Après, il faut se déplacer quand il y a des compos. J'étais à Saint-Hyacinthe. C'était stressant. Arrivé un moment, c'était stressant. Parce que je me suis dit, j'avais une vie stable à Abidjan. C'est vrai, je voulais venir faire ça. Mais là, je suis en train de mourir. Là. Ouais. Pourquoi je viens? Mais quand on t'appelle, tu es obligé de dire que ça va. Ouais. Parce qu'au pays, tu te prenais en charge. Et tu prenais aussi, tu participais aux charges de la famille. Tu vois? Donc ça, tu ne peux pas lui dire tout de suite à distance que ça ne va pas. Ouais. Même si ça ne va pas, c'est vrai, tes parents, ils t'aiment, mais ils n'ont pas les moyens pour t'envoyer. Tu fais comment? Donc j'étais obligé de faire plusieurs boulots. Et puis surtout, on va t'envoyer un message. Tu peux m'envoyer un petit virement là. Même si on veut t'aider, s'ils essaient d'aller prendre des prêts épargnés, même s'ils t'envoient quoi, 500 000, 1 million, tu convertis, ça fait quoi, à peine combien? 4 000 $. Ça ne peut pas payer même une session. C'est vrai. Donc, c'était dur. Ouais. J'ai voulu me retourner l'année là. Mais du coup, vu que tes économies sont rentrées dedans, du coup, tu travaillais pour payer la prochaine session? Oui, mais en été, j'ai travaillé comme un fou. Moi, j'ai fait pratiquement 3 mois sans toucher mon téléphone. Je travaillais matin et nuit. Je dormais pratiquement 3 heures sur les 24 heures. Ça, c'est stressant. Ça, ouais, en plus, ne pas dormir assez, là, ça amplifie la dépression. Dans ça, il y a certaines personnes qui vont te comprendre, d'autres ne vont pas te comprendre. Ah non, je t'ai envoyé un message, ça fait 2 semaines. Voilà, je veux venir au Canada. Tu as dit que tu allais m'aider, tu allais me montrer comment est-ce que tu as fait et tout. Tu reprends peut-être 1 mois après, bien 2 semaines après, la personne peut se fâcher. Dans ça, tu perds des amis, il y a d'autres qui te comprennent et tout. On ne peut pas comprendre que tu vis là. Et avec ça aussi, les 5 cours dont je t'ai dit, j'arrive 1 semaine en retard parce que le temps de démissionner, rendre mes affaires, faire les passations et tout ça là. J'arrive, voilà, comme je dit, le 26 et tout. Donc le temps de trucs, les cours avaient déjà commencé. Je me rappelle ma première note de marketing, j'ai eu 0, c'était 5%. Pourquoi j'ai eu 0? C'était un travail à rendre, ils avaient quoi, un jour des mois, je ne sais plus trop, il fallait répondre à un quiz et puis il fallait déposer à 23h59, tu vois. Donc j'étais allé au travail, je suis descendu à 22h et quelques, donc le temps d'arriver à la maison, manger et tout. J'avais fait le travail, mais je devais déposer, il était minuit 4 que j'ai déposé, à minuit 4. Donc pour moi, c'est vrai, 23h59, bon, il va comprendre. C'est pas le même système.
Donc le lendemain, j'ai écrit au prof, il a dit non, l'heure était là-bas, c'est 23h59. Après ça, c'est 0. Tu vois? Donc tout ça, c'était beaucoup de pression avec 5 cours, avec un cours comptabilité. Il y avait le cours de comptabilité parmi les 5. Moi, je suis venu pour la gestion de projet, je ne suis pas venu faire comptabilité. Donc c'était beaucoup de pression, Après, la dépression, comme je l'ai dit, c'est sur plusieurs formes. Tu vas rester peut-être dans ton coin. Les hommes, c'est vrai, on sort en échange, mais on déprime là, ça tu as petit feu. Mais comment tu as surmonté tout ça? C'est quoi qui te donnait la force? Ben, moi, ma force, c'est ma mère. Tu vois, c'est ma mère. Après, je me dis, le père est décédé avec 7 enfants. Elle a réussi à... Moi, c'est ma mère qui m'a scolarisé, tu vois, avec ses ventes de marchandises au marché, tout ça là, jusqu'à avoir mon bac et tout. Donc, si elle a réussi à faire ça, là, dans toutes ces difficultés-là, et puis je me suis dit, quoi, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, au fait. Ouais. Donc, quelle que soit la difficulté, il ne peut pas m'emmener à ce niveau-là jusqu'à ce que je vais me retourner. Forcément, il y a des gens qui seront sur ma route m'aider. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai eu des amis à qui j'ai demandé des prêts. Tu vois, j'ai demandé des prêts à ces amis pour payer et puis rembourser après. Et puis, dans ma dernière session, par exemple, j'ai pris un prêt bancaire. Tu vois. Donc, c'est ça qui a pu... Mais entre ces différentes phases, c'est beaucoup de dépression. Mais ça, tu ne le montres pas. Tu es obligé de montrer une autre image de toi derrière. Voilà. Donc, si c'était à refaire, j'allais mieux me préparer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur Front pour préparez-vous pour avoir l'argent au moins de 2-3 sessions même. Quand tu viens comme ça avec l'argent de 3 sessions, le loyer, tu essaies d'avoir le loyer peut-être même pour 6 mois. Ça t'évite beaucoup de choses. Et quand c'est comme ça, après, tu vis tranquillement. Mais sinon, tout ça, c'est beaucoup de pression. Ouais. Mais même quand le gouvernement a ouvert pour la période, il y a eu un moment, c'était libre. Là. J'ai fait peut-être 3 jobs en même temps. Waouh, Seigneur, vous êtes tellement fort. Ça là, vous êtes fort de Dieu. Parce que c'est pas évident le stress des études. Moi, comme ça, j'ai la chance que ce soit mes parents qui ont payé mes études. Mais tu as un stress parce que tu te dis, tu veux rendre fier tes parents et toi aussi, tu n'as pas envie de rater une session. Donc, et tu sais qu'on paye cher, même s'ils ne vont pas te dire clairement que comment tu as fait. Tu ne veux pas refaire une session. Et quelqu'un qui paye lui-même, tu as déjà le stress, l'anxiété de savoir que je ne comprends pas. Comment ça se fait que je ne comprends pas ce cours-là? Non, je dois réussir coûte que coûte. Tout ça, là, ça te permet. Tu es là, tu ne peux même pas bien dormir. En temps, tu dois essayer d'être entouré aussi, de chiller avec des gens. Pourtant, le fait de rester seul sur ces trucs aussi, ça amplifie la dépression. Mais après, tu te dis, tu vas expliquer là, est-ce qu'ils vont comprendre et tout. Donc, ou bien tout le monde a ses problèmes. Donc, souvent, ça peut être pas évident. Mais bon, en tout cas, on est fiers d'eux parce qu'ils ont réussi quand même leur Quand tu as ton diplôme, le jour de la graduation, tu vois tout ça en film. Ouais, c'est vrai. Ça passe devant tes yeux comme ça. Je te dis que c'est vraiment finalement... Oui, et puis c'est là que tu te rends compte que le temps passe vite. Le temps passe très vite parce que c'est 2 ans. Souvent, les jours là, c'était comme des années, mais au final, tu vois, ouf, c'est fini. Donc, Stéphane... Avec ta belle condition de vie que tu avais à Abidjan, ton bon salaire, toutes les belles réalisations que tu as faites, le confort surtout, pourquoi tu viens au Canada? Pourquoi tu viens faire tes études? Tu travailles déjà. Moi, personnellement, je travaille. Je n'ai pas envie de venir repartir à l'école. C'est quoi ce stress, l'affaire de devoirs et tout, surtout au Canada, en tant qu'étudiant? Pourquoi? Ouais, c'est une belle question. Hein. Parce que si c'était à refaire, sûrement, je n'allais pas venir comme étudiant, mais plutôt comme résident permanent. Ouais. Mais je dirais c'est une question, c'est vrai, on peut dire après, c'est une question de vision et tout ça derrière. Mais après, c'était comme un challenge. Moi, chez moi, mes aînés, là, tous bac C. J'ai fait un bac C aussi, tu vois. Après, mon aîné, il est allé en France. Mais je me disais toujours que je pouvais toujours upgrade, tu vois, monter à autre chose. Et puis, quand je travaillais dans le monde avec les grands chantiers et tout ça là. À la base, j'ai un parcours télécom, donc ingénierie télécom. Le BTP et tout ça, les chantiers, je l'ai appris sur l'État. Ok. Voilà. Donc, avec l'échange avec les architectes et tout ça là, c'est comme s'il me manquait un diplôme si tu veux, en gestion de projet. Ok. Parce que j'ai senti que c'était ça mon ikigai, comme on le dit avec les gens. Ouais. La gestion de projet, c'est ce que je fais aujourd'hui, j'aime mon boulot et tout ça. Donc, en échangeant avec les architectes et tout, comme je l'ai dit, il y a un architecte qui m'a plus parlé des études en Amérique du Nord, au Canada, lui qui avait comme étudié au Canada, et qui m'a dit que la gestion de projet au Canada, c'est quelque chose de très intéressant et tout ça.
Donc, c'est pour cela que je me suis orienté là-dessus et que j'ai commencé à préparer ce chemin-là. Après, c'est vrai que je travaillais, j'avais quand même un salaire raisonnable et tout. Mais c'était comme un recommencement, en fait. Tu vois, les dépenses, la vie en elle-même, l'amusement et tout. Après, je me suis dit, est-ce que c'est dans ça que je me construis? Tu vois, est-ce que c'est dans ça que je me stabilise? Donc, quand tu te poses, il y a des questions, c'est des questions essentielles. Quand tu te poses ce type de questions, arrive un moment, tu fais le pas. Ouais. Voilà. Même si tu prends certaines personnes en charge ou tu fais certaines dépenses au niveau de la famille, tu essaies de faire comprendre tout le monde pour dire ce type de dépenses, je ne pourrais plus les faire parce que je vais pour telle raison. C'est ce qu'on a eu à discuter. Mon aîné m'a dit, il faut partir. Voilà. C'est vrai, tu es là, on fait les dépenses ensemble, on essaie de supporter la vieille. Mais si tu vas, ce n'est pas 2 années là qui vont faire que non, on ne fera pas chose. Ouais. Bon, lui aussi, il avait une situation quand même stable, donc il pouvait gérer cette partie avec les autres frères et sœurs. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Donc, voilà. C'est vrai, c'était dur l'année que j'ai expliqué qui était difficile, mais est-ce que je regrette? Non. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Ça t'a formé, ça t'a forgé. Ça. Donc on va dire, quand tu te poses des questions essentielles, tu es obligé de franchir le pas. Voilà, il y a des pas qu'il faut franchir dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Là. Maintenant, est-ce que vous avez... C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes financiers et tout, mais est-ce que vous avez une certaine gestion financière, une gestion de votre argent? Est-ce que vous faisiez des dépenses un peu inutiles parfois? Est-ce que souvent vous êtes en mode « Hey, mon argent est rentré dans quoi ?» Ce genre de choses. Comment ça se passait? Ben moi, au début, quand je suis arrivée, franchement, ma gestion financière, 0 sur 10. Peut-être même moins 5 sur 10. Parce que ce qui se passe quand tu arrives au début, c'est que tu as ton compte bancaire, tu as ta carte de crédit. Donc, quand tu as ta carte de crédit, tu as ta limite et tout, je te dis, en tout cas me concernant, je me suis dit, bon, je vais faire les achats, de toute façon, l'argent va rentrer, je vais rembourser. Et ça devient très, très vite un cercle vicieux. Parce que c'est comme si tu travailles pour payer ta carte de crédit. Parce qu'en réalité, la carte de crédit, c'est une dette. Ouais, c'est pas ton argent. C'est une dette, c'est pas ton argent. Et au début, j'avais pas capté vraiment ce petit truc de la gestion financière personnelle. Mais je pense que dans mon cas aussi, c'est parce que j'avais jamais eu vraiment, en fait, à gérer. Ouais. Voilà. Parce que, comme je disais, j'étudiais, j'étais chez mes parents, l'argent venait des parents et tout ça. Même vrai que quand je faisais mes stages et tout, et puis je touchais quelque chose, c'était pour enjoy ma propre vie, en fait. Ouais. Je payais pas loyer, je payais pas facture. Donc, j'avais pas cette réalité-là de ce que c'est aussi que les responsabilités de la vie adulte. Donc, quand tu arrives au Canada, tu oublies, en fait, que maintenant, il n'y a plus maman, il n'y a plus papa. C'est toi face à ta vie. C'est vrai. Et c'est après que tu te rends compte, mais attends, je travaille, les parents envoient l'argent. L'argent n'a pas où. L'argent n'a pas où. Et franchement, c'est vraiment, il y a des trucs tellement inutiles, il y a des folies à ne pas faire et tout ça. Moi, ça m'a pris quand même du temps avant de me réaliser que, en fait, je peux continuer d'épargner et je peux continuer de faire d'autres trucs, que tout mon argent ne doit pas servir à payer ma carte de crédit. Parce que moi, vraiment, mon argent, c'était mon loyer, mon épicerie, ma carte de crédit, pour montrer à quel point, en fait, je gérais mal. Je gérais vraiment mal. Et c'était compliqué. Est-ce que maintenant tu fais un budget de tes dépenses? Oui, maintenant je fais un budget de mes dépenses. Mais maintenant aussi c'est un peu plus facile parce que je suis plus étudiante, je travaille à temps plein comme 80 heures ou 2 semaines et tout. Mais j'ai un budget clair de mes finances en fait. Je sais qu'est-ce qui va rentrer dans mes dépenses fixes, qu'est-ce qui peut rentrer dans mes dépenses variables et puis qu'est-ce qui peut rentrer dans mon épargne. C'est vrai, c'est très important. Mais ça, comme je dis, ça m'a pris quand même une année en fait. Ouais, c'est ça. Ça prend du temps parce qu'on n'a pas cette culture aussi là pour... Mais Stéphane, quand même, j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Je sais que vous avez déjà un peu la réponse. Ouais, parce que quelqu'un qui a dû panier jusqu'en venir, c'est que c'est quelqu'un de quand même exigeant sur certains points-là. Voilà, c'est ça. Bon, depuis un bon moment, j'ai toujours un fichier Excel là. Ouais. 2014-2015 même, j'ai toujours un fichier Excel de mes dépenses, de ce qui rentre et puis de ce que je dépense. Voilà, donc ça, je suis... Déjà, mais il n'y a pas beaucoup. Je suis venu sur France, c'était pas beaucoup. Ouais. Les centres commerciaux, tout ça, je partais pas. C'est pas possible. Moi, je suis resté, mes 2 années là, c'était comme challenge. Paye ta facture scolaire parce que tu vois, il y a comme un délai. Si tu payes pas, tu peux pas t'inscrire à la session là. Moi, je prenais toujours la pénalité de, je sais pas, c'est 3% quand tu payes pas à temps là. C'est toujours au dernier moment.
Donc le peu qui était là, j'étais exigeant dedans. Ouais, mais est-ce que toi, tu savais pas, parce que souvent, surtout les Africains, ou les Ivoiriens surtout, il y a les petits paillards. Est-ce que tu partais pas, hein? Pour la petite parenthèse, quand j'ai fait une année à Saint-Hyacinthe, la deuxième année, je l'ai fait sur le campus aussi. Le peuple, je l'ai connu au moment de ma graduation. Non. Que je savais que le peuple existait. Je savais même pas. Ah, d'accord. Je n'ai même pas connu de bas ici. Mais tu cherchais pas un peu femme? Tu cherchais pas femme ou bien c'est pas intérêt? Non, j'étais full time. Mon emploi étant ne le permettait pas. Ah, d'accord. Ça ne le permettait pas, tu vois. Et toi, tu n'avais pas un petit ami qui provide? Il n'y avait même pas le temps. Tu n'avais pas le temps, ouais, hein? En fait, c'est pas que tu veux pas ou qu'il n'y a pas les occasions. En fait, c'est le temps. C'est le temps. Tu vois, même les périodes, ils disent que la période de relâche de lecture ou quoi là. Il y a d'autres qui prennent ça vraiment pour aller s'amuser. Mais nous autres, on prend ça peut-être pour rattraper certains cours parce que tu étais au travail, il y a des choses que tu n'as pas. Il faut lire les livres et tout ça. Tu vois. Il y a beaucoup de période de relâche, ici, même, c'est une arnaque. Hein. Ne prenez pas ça pour trop vous amuser. Hein, parce que dès qu'on finit là, l'examen arrive. Voilà. Donc, au niveau de mes finances, je suis vraiment très carré. C'est bien. Je l'ai adopté depuis très longtemps. Ouais. Parfois, il peut y avoir des dépenses un peu, choses pour se faire plaisir. Ouais. Comme aujourd'hui, on travaille aujourd'hui à 100%, on se fait parfois plaisir, mais je suis très carré. C'est vrai. C'est pour cela qu'il ne faut pas sortir des mains comme ça chez moi pour dire, ah Stéphane, je veux tel montant, non. Il faut planifier ça. C'est mieux. Il peut y avoir des cas exceptionnels. Ouais. Mais, Jo, moi aussi j'étais un peu comme elle. Hein. Moi je me suis dit ok, je vais faire un petit budget et tout parce que oui, nanani. Oh mon Dieu. Moi personnellement, en vrai, j'ai la chance parce que moi j'ai pas eu de problème financier. Mais normalement je ne devais pas avoir. Parce que quand j'ai calculé mon loyer, je n'ai pas de stress. Genre, je n'ai pas de stress, tout est déjà payé. Donc j'ai l'argent pour pouvoir vivre ma vie. Mais je ne sais pas dans quoi mon argent vient en fait. Et puis après, ok, il n'y a plus d'argent. Hein. Donc je suis là, mais pourquoi j'ai plus d'argent en fait? Donc je me rends compte qu'en fait, vu que je n'ai pas de budget, donc quand quelque chose me plaît, je paye ou bien je suis là comme ça, hey, il m'ennuie. Surtout quand tu restes chez toi, tu penses qu'on ne dépense pas qu'on reste avant, c'est faux, hein, tu as accommodé les trucs. Après, tu ne sais pas dans quoi ton argent est. Et puis après, tu réalises. Parce que moi je n'ai pas travaillé ma première année. J'étais là comme ça. Mais moi, j'ai eu un problème pour... Je ne sais pas c'était quoi mon problème, sérieusement. Je pense que c'était les cours. Parce que je n'arrivais pas à savoir ce que j'aimais. Donc, j'étais en mode, je fais des choses que j'aime pas. Donc, me lever le matin pour lire, pour faire... J'étais là, oh... Mais, et puis, je sais qu'en tout cas, je vais devoir rendre le projet. Je sais que je vais faire l'examen. Mais comment je vais faire, là, je ne sais pas. Mais ça va être fait. Donc, c'était lourd pour moi de faire ça déjà. Donc, je ne me voyais pas avoir un emploi. Surtout que, bon, j'ai la chance de ne pas avoir besoin. Donc, je vais me concentrer dessus. Mais c'est pas évident. Donc franchement, moi je conseille aux gens si vous venez faire vos études, franchement, faites quelque chose que vous aimez. Parce que c'est dur. Les études, c'est pas facile. Donc faites quelque chose que vous aimez. Là, au moins, ça vous donne la force de faire. Et puis, de faire un budget, même si tu ne respectes pas ton budget à 100%. Et puis, on dit ça comme ça, c'est facile à dire. Hein. C'est pas facile à faire. Même moi-même, là. Ça fait ma 3e année que je suis là. J'essaie de suivre ce budget-là. Donc, ça va venir avec le temps, mais il faut essayer de savoir, de tracer un peu. Et puis, il faut toujours, parce qu'il y a des gens qui vont dire, il n'y a pas l'argent et tout, mais il faut, ton loyer n'a qu'à être sécurisé, ton téléphone et puis ta nourriture. Là, au moins, tu peux mourir comme ça, tranquille, mais au moins, tu es dans ta maison, tu as mangé, tu vis. Mais tu n'as pas mangé, comment tu vas vivre? Ici, là, c'est pas comme en France ou à Abidjan, genre, manger, c'est pas cher, là. Hey, même McDo, genre, c'est cher. Petite parenthèse sur ça, parce que ça touche beaucoup le budget, la nourriture. À toutes les personnes qui vont venir cuisiner, surtout les hommes. Moi, comme je l'ai dit, très tôt, je travaille vite et puis comme j'ai quitté, je sais cuisiner. Parce que la mère, depuis l'enfance, elle m'a appris avec le vieux aussi. Les hommes qui viennent, qui ne savent pas cuisiner, il faut apprendre à cuisiner avant de venir. C'est très important. Quand tu sais cuisiner, moi, ça, c'était mon avantage. Je cuisine, je mets dans mes petits bols, ça y est, dans mon frigo. Donc, pour une dépense, par exemple, de $150, tu peux te faire une bonne cuisine avec ça et tout. Mais si tu veux acheter en ligne tout le temps, ça fait beaucoup d'argent. En fait. Aïe, c'est vrai. Donc, ça touche beaucoup les budgets ici. C'est vrai. Non, je dis, j'ai la flemme, je commande. Les frais de livraison. Ouais, c'est ça. $40, tout ça, ça rentre dedans. Les c'est beaucoup taxes, d'argent. je te Donc, dis. il faut vraiment, si vous pouvez apprendre à cuisiner avant de venir, apprenez. Ou si vous arrivez, si vous voyez les gens qui sont autour de vous qui cuisinent, cherchez à apprendre à cuisiner aussi. Cherchez d'être ami avec des gens qui savent cuisiner. Ça peut être très important, intéressant. Ça réduit beaucoup le budget. Et puis, je pense que aussi,
souvent, c'est important aussi les colocations. Ça peut être intéressant d'être en colocation avec des gens que vous aimez, avec qui vous êtes amis, ce genre de choses. Ça peut aider. Je pense que c'est bien. Vous cotisez, vous cuisinez parfois ensemble. C'est vrai. Mais ça, c'est généralement chez les femmes. Moi, il y a certains temps. Mais je pense que c'est important. Parce qu'au moins, ça limite les charges. Oui, c'est ça. Colocation, là, vraiment. Mais bon. Est-ce que vous connaissez des bourses ou bien des stratégies pour permettre de payer moins cher ou d'avoir pour quelqu'un qui voudrait venir et qui cherche un financement pour ses études? Est-ce que vous en connaissez ou non? Il y a des bourses d'exemption ici. Okay. Il y a des bourses d'exemption mais c'est avec l'ambassade. OK. Après... Comme je dis, c'est vraiment, c'est-à-dire que peut-être que tu vas te concentrer pour étudier, pour avoir vraiment les A, les A+, et tout. C'est vraiment pas évident. Parce que moi, de base, quand je venais, je me disais que c'est sûr que je vais avoir une bourse. Parce que j'étais une très bonne élève à Abidjan, donc j'étais comme, c'est sûr que j'arrive ici, je vais chicoter les A là. Et puis j'étais comme, études de blanc. C'est quoi on n'a pas vu? C'est quoi on n'a pas vu en Côte d'Ivoire? C'est quelle matière on n'a pas vu en Côte d'Ivoire et tout. Et quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que là où tu avais 10 coups et puis tu chicotais les A, avec 4 coups, tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, c'est deux systèmes complètement différents. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais ça prend beaucoup. Moi, je veux plutôt, avant de venir, il y a des bourses au pays. Des bourses au pays qui te permettent de prendre en charge ici. Moi, après, chacun a son réseau. Mais il y a des bourses au pays, il y a des gens qui arrivent à l'avoir. Moi, j'avais un ami qui avait la bourse du pays et puis qui avait comme des options et tout. Mais après, voilà. Sinon, il y a des bourses qui existent. OK. Même sur les campus aussi. Donnez-moi 2 de vos grosses galères. Galères, que ce soit, je ne sais pas dans quel thème, mais qui vous est arrivé. La première galère qui me vient en tête, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. J'étais, je ne vais pas dire la nationalité des gens, mais j'étais avec 4 autres personnes parce qu'on était 5 dans l'équipe. Et en fait, c'est comme vraiment, chacun était dans sa vie, chacun était dans ses problèmes. Et finalement, je me suis retrouvée toute seule à faire le travail. Quand je dis toute seule, c'est vraiment toute seule. C'est-à-dire que chacun... Parce que ici, quand tu fais les travaux d'équipe, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on subdivise le travail. Et puis, par exemple, chacun va prendre une petite partie. Chacun va rédiger sa part. On va se réunir et puis on va s'associer ensemble pour faire le tout. Maintenant, moi, je me suis retrouvée vraiment toute seule à faire mon travail. Et moi, c'était pas dans le but d'être méchant, mais je me suis plaint à la prof, en fait, pour lui expliquer que, madame, voilà, notre équipe, on sera obligé de rendre le travail un peu en retard, et parce que, voilà, les autres n'ont pas pu se connecter. Et puis, au pays, en fait, quand tu dis ça à ton prof, les notes, c'est les mêmes notes pour tout le monde. Donc, moi, dans ma tête, peu importe, en fait, c'était comme ça allait être les mêmes notes pour nous. Malheureusement, ici, c'est pas comme ça. On peut faire un travail en équipe, mais les notes sont individuelles. Et ce travail a compté pour 50%. Donc la prof m'a donné tous les points et elle a donné 0. C'était quel cours? C'était un cours de comptabilité et tout. Et elle a donné 0 aux autres membres de mon équipe juste parce qu'en fait, je me suis plaint qu'ils n'ont pas travaillé et tout. Et comme je dis, malheureusement pour moi, c'était mes frères ivoiriens. Donc... Elle est mondiale! J'ai dit problème sur ma tête, c'était compliqué. Il a fallu chercher la prof partout en fait pour aller lui expliquer, modifier mon histoire, que c'est pas que, et j'espère qu'elle va jamais suivre la vidéo là, que c'est pas que non, ils n'ont pas travaillé, mais voilà. Donc finalement, je me suis sentie tellement mal parce que en fait, moi je partais lui expliquer que, madame, vraiment, notre groupe s'excuse en fait, on va devoir rendre le travail plus tard que la date. Et pour moi, une fois qu'elle a dit que ok, c'est correct, c'était correct, mais en fait elle était en train de dire comme c'est toi qui a fait le travail, la note ça sera pour toi. Donc il a fallu vraiment aller la supplier. Ça a fait que nous tous on était obligés d'aller dans son bureau et tout ça. Et finalement quoi qu'on dise, la communauté ivoirienne ici, tout le monde connaît tout le monde. Donc quand c'est comme ça, déjà ton nom est parti. On va dire que non, celle-là, ne vous mettez pas en équipe avec elle, elle va vous créer des problèmes. Mais comme je dis, je venais d'arriver, je ne connaissais pas encore le système. Donc vraiment... Est-ce que j'ai entendu parler de toi, même? Peut-être. J'avoue, Peut-être.
tête. Que non, ne vous mettez pas en équipe. Elle, là, c'est l'amie des profs. Elle va aller vous créer des problèmes. J'ai entendu une histoire pareille. Là. Donc, c'était vraiment, ça m'a mis vraiment dans les problèmes. Et surtout quand tu es vraiment plus proche de ta communauté, ça fait que finalement, moi-même, j'avais honte après de partir dans les trucs des Ivoiriens et tout ça. Et puis finalement, je me suis retrouvée chez la belle famille. J'ai commencé à traîner les Camerounais maintenant. Parce que l'affaire là devenait compliquée sur ma tête. Mais Dieu merci, on est passé à autre chose maintenant. Tant mieux, tant mieux. Et toi, Stéphane, une galère? Des galères, il y en a eu plusieurs, mais on va essayer de prendre deux grosses galères. La première, c'est au niveau des études, donc dans la première session. La première session, je suis arrivé à distance, je voulais prendre plusieurs cours, tu vois. On devait m'inscrire, la dame devait m'inscrire, puis avant de venir. Donc moi, je lui ai dit, on va avec 6 cours, parce que j'ai vu un peu la liste là. Elle dit, quoi, 6 cours? Elle dit, c'est énorme. Elle dit, non, mais chez nous, là, on prend 12 cours, 19 cours et tout ça en avance. Elle dit, non. Ce qu'on va faire, vas-y avec 5 cours. Et si les 5 cours pendant ta première session, c'est correct, après tu pourras prendre autant de cours que tu veux. Donc on va avec les 5 cours, j'arrive, comme j'ai dit, une semaine de retard et tout. Mais après, on recevait des mails pour dire non, qu'on pouvait abandonner. Tu vois, quand tu viens de l'Afrique, pour toi, abandonner un cours, c'est comme si pour moi, dans ma conception, c'est comme si j'avais échoué à ce cours, en fait. Donc j'ai forcé avec ces 5 cours-là. Je travaillais, et puis il fallait à la fois bosser avec les 5 coups là. C'est vrai, c'était une charge énorme, c'était une grosse galère, ça je te l'ai dit. Et puis mon premier travail dans un cours, il fallait comme rédiger un article scientifique. Tu vois, quand on vient l'article scientifique, tout ça là, rédiger un article scientifique et tout. Donc je rédige mon travail, j'envoie le commentaire que la dame a fait derrière ce travail là. Elle dit, je ne vais pas me rendre ce travail là. Un travail que j'ai pris 2 semaines pour faire, donc il fallait rédiger un truc de 8 pages et tout comme ça. Elle me dit, je te donne 3 jours. Ça, mais c'est parce que je suis gentil à toi. Je comprends que tu es arrivé en retard et tout, parce que j'ai fait un mail pour dire que je suis arrivé en retard. Elle dit, je te donne 3 jours pour refaire le travail, un travail de 2 semaines. Mais ces 3 jours-là, je ne pourrai jamais oublier ces 3 jours. Il a fait 3 jours dans la chambre sans sortir. C'était une grosse galère. Parfois, je suis là, moi, ce qui est bien, je fais tout le temps des photos. Parfois, je suis là et puis je regarde mes photos. Mais la période, lorsque ma mère m'appelait, je n'acceptais pas les appels vidéo. Parce que si elle me voyait dedans, sûrement qu'elle allait... Voilà, c'était très, très dur. Donc, au niveau des études, là, ma première session, là, c'était très difficile. C'est vrai, j'ai réussi les 5 coups, mais c'était très, très dur. Pour moi, si j'abandonnais, et puis encore, j'avais payé, tu vois, $11 000 sur fonds propres. Il fallait venir repayer peut-être un autre coup encore. Je ne me voyais pas en train de payer un autre coup. Au niveau du travail, c'était la période où... je pense qu'il y a une période où les étudiants étrangers pouvaient travailler, tout ça. Là. Donc, il fallait chercher l'argent pour payer la facture qui vient là. Même, je pense que finir celle en cours et puis payer l'autre. Donc, je faisais un boulot sur le campus. Je n'ai pas dit le nom de la structure, mais le campus qui embauche. Je faisais un travail de 16h à 2h15. Non, de 18h, pardon, 18h30 à 2h15 sur le campus. Après, je partais faire dans un hôtel à l'entrée de la ville là-bas. Je commençais là-bas à 4h, de 4h à 8h. Et puis samedi, dimanche, j'ai travaillé sur un autre hôtel en dehors du campus ici. Donc ma semaine était full, tu vois, en plus des études. Donc à 3h, il n'y a pas de bus. Donc quand je finis sur le campus à 2h15, c'était en hiver. Je prends les souterrains, je rentre dans ma chambre sur le campus, je mange rapidement et puis je sors, je cours pour aller travailler. Donc je faisais, pour moi j'étais dans un challenge. Donc tout ça, ça me disait rien. Mais arrivé un moment, je me suis dit, une fois je courais en hiver, puis je me suis arrêté devant l'oreille et puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je subis tout ça là? J'ai fait quoi à Dieu? C'est là que tu commences à remettre Dieu en question. Ça arrive des moments comme ça. Sincèrement, j'ai pas pleuré en tant que garçon. Mais je me suis arrêté en hiver, là, je me suis arrêté dans le froid. C'est toujours en hiver qu'ils prennent leur prise de conscience. Il dit, j'ai fait quoi pour subir ça? Pour vivre toutes ces difficultés-là. C'était très dur pendant cette période-là. Ça a failli jouer sur mon mental, mais comme on le dit chez nous, un garçon reste un garçon. Donc, moi, je ne vais pas dire un garçon reste un garçon, je vais dire que j'ai oublié la phrase, mais on n'a jamais une situation qu'on ne peut pas supporter nous-mêmes. Si tu as cette situation-là dans ta vie, c'est que tu as la capacité que tu ne connais même pas, mais qui peut te permettre d'y arriver en général.
Métier, ouais. En tout cas, tu as couru dans ta vie. Après, tu te dis, il y a des gens qui vivent pire, 3 fois plus dur que toi, mais qui arrivent à passer ça. Non, mais c'est vrai. Après, on prend ça avec le fun, comme le Québécois. Non, mais et puis effectivement, si vous venez étudier au Canada, moi je vais vous dire de ne pas prendre à la légère. S'il y a des formations, on vous donne les normes pour soumettre vos projets ou vos écrits, parce que c'est réel quand on te dit des articles scientifiques, on te dit de ne pas faire de plagiat et tout, et qu'on t'explique comment est-ce que ça se passe et tout, pour vraiment suivre, parce que tu as pensé que tu as bien fait ton travail, mais ce sera zéro. Hein. Tu vois, et puis essayer de lutter contre la procrastination. Moi je dis ça, mais moi je procrastine énormément et je n'arrête pas, mais c'est un fléau. Parce que moi comme ça, là, je ne vais pas donner trop de détails, mais mon projet de fin d'études, on avait 1 mois à faire. Moi j'ai fait ça. Genre, ma prof, elle a accepté de lire mon travail genre avant, et elle a dit c'est n'importe quoi. Et il me restait 2 jours pour soumettre. C'était les 2 jours les pires jours de ma vie. Je devais rédiger un truc de 25 pages, un truc que j'aimais pas. C'était sur l'audit interne de je sais pas d'un ministère. J'ai pas aimé. Mais pendant ces 2 jours-là, je vois que c'est ma dernière session. Je ne veux pas recommencer ce cours-là, ce projet de fin d'études. Comment je fais? Je ne sais pas la force, comment Dieu m'a aidé, quoi et tout. Mais j'ai réussi en 2 jours. En plus, j'ai eu A+, s'il vous plaît. Applaudissez-moi! C'est mon moment pour me donner un petit genre et tout. Mais c'est clair, j'aurais pu échouer lamentablement aussi. Donc franchement, procrastiner là, si tu peux faire un peu, là, faut faire, c'est mieux. Donc bon, comme on dit, toutes les expériences changent une personne et tout. Donc comment cette expérience ça vous a changé et puis vous a montré des forces que vous aviez en vous, auxquelles vous n'aviez pas connaissance? Ben, déjà, je vais commencer par dire que c'est une expérience en fait qui non seulement t'apprend des choses sur toi-même, ta personne, mais c'est une expérience aussi qui doit être vécue. Ouais. Ça doit être vécu. Vraiment. Parce que moi, vraiment, quand j'étais à Abidjan et tout, et puis les gens, ils parlaient comme, dépression, solitude, tout ça. Pour moi, c'était comme on dit souvent, ça, c'est les choses des Blancs. Ça, c'est les choses des Blancs et tout. Et c'est aussi... Quand on va dire, le fait d'être venu étudier seul au Canada, vraiment, ça a renforcé ma relation personnelle avec Dieu. Okay. Parce que des fois, quand tu es à Abidjan, je pars à l'église parce que maman et papa partent à l'église. C'est pas forcément parce que toi-même et tout, t'as quelque chose. Mais quand tu arrives ici et que tu te rends compte de tout ce que tu es en train de vivre, des fois, en fait, tu n'as que Dieu. Si tu te confies pas sur Dieu, en fait, tu vas seulement péter les plombs et tout. Et également, en fait, ça te permet de savoir, parce que des fois, tu te dis que non, il y a des choses que ça, seulement, je ne vais pas supporter si ça m'arrive. Mais en fait, tu te rends compte que tu as les capacités en toi, un peu comme ce que tu as dit, en fait. Si quelque chose t'arrive, c'est que tu as les capacités en toi qui vont te permettre de surmonter cela. Donc, pour ceux qui veulent venir étudier au Canada, vraiment, j'espère que c'est pas ce qu'on a dit là ne va pas vous décourager, parce que c'est une très belle expérience. Et à la fin, comme Stéphane l'a dit tantôt, quand tu arrives à ta cérémonie de graduation et puis tout ça passe devant ta tête, t'es comme non, j'ai vécu une belle expérience. Ouais. Ben, elle a touché un truc que je voulais revenir là-dessus pour. Tu vois, dans l'art de la guerre, c'est un livre là où on dit si tu. Les gens sont cultivés ici, hein. Ne mets pas ton ennemi dans une position où il n'aura plus de choix, en fait. Tu vois, il faut, comme toujours, laisser une porte de sortie. Pour dire que quand tu te trouves dans une situation difficile, là, il y a toujours quelque chose en toi qui va sortir, qui va te permettre de surpasser ça. Voilà. Donc, toutes ces expériences-là m'ont permis de comprendre qu'il y a une force en nous. Et on néglige ça tellement. Tu vois, moi, quand j'étais à Abidjan, c'était difficile pour moi de lire un livre pour le finir. Mais aujourd'hui, je peux pas faire 2 jours sans lire un livre. Chaque mois, j'achète un livre dans mon domaine. Ça, c'est juste dans mon domaine. Tu vois. Donc, quand tu traverses ça, c'est une expérience que quand tu finis de traverser ça, parfois tu deviens difficile avec les autres. Il y a certains qui ne vont pas te comprendre parce que tu deviens très rigide. Moi, aujourd'hui, je suis rigide. Tu vois, tu as parlé de procrastination, c'est que toi et moi, là, ça sert très compliqué. Bon, si on fait quelque chose, là, on avance dessus, tac, tac, tac. Tu vois. Voilà. Donc, ça te permet de te réorganiser. Ouais. Puis ça te permet aussi de te planifier sur le long terme, avoir une vision claire. Voilà, ça c'est un conseil que je donne. Il faut écrire.
faut avoir une roadmap, il faut avoir une vision board même pour toi-même personnellement. Sur une année, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Tu écris, on ne le garde pas uniquement dans sa tête, mais il faut l'écrire, ça permet d'avoir cette vision-là. Puis après, tu te projettes sur le long terme. Ce n'est pas une histoire de dire, non, dans 10 ans, je vais être ceci, bien dans 10 ans. Non, faut te planifier de façon très, très... Bon, donc, je dirais que l'expérience, ça nous permet de connaître notre potentiel, savoir qu'on peut faire beaucoup de choses au fait, tu vois, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est une expérience à vivre au fait. Oui, c'est vrai. Bon, ça, j'aime beaucoup ces questions-là quand je regarde les émissions et tout. On dit, si tu pouvais parler à ton toi qui allait venir au Canada peut-être dans 6 mois, qu'est-ce que tu allais lui donner comme information? Qu'est-ce que tu allais lui donner comme conseil? Et toi, là, quand tu vas venir ici, il faut faire ça comme ça, et il faut réfléchir comme ça, il faut faire ça. Qu'est-ce que tu allais lui dire? C'est une très bonne question. Honnêtement, si j'avais le pouvoir de retourner dans le passé, de parler à la Marie-Emmanuelle qui était en train de s'apprêter à venir, mon premier truc que j'allais lui dire, en fait, c'est que c'est pas le rêve qu'elle s'imagine. Parce que ça a été ma plus grosse désillusion. Parce que moi, comme ça, j'aimais beaucoup Gossip Girl. Donc, tu vois l'université et tout, tu t'imagines que c'est ça l'université américaine. Mais c'était vraiment de lui faire comprendre que c'est pas ça qui t'attend. Mon premier conseil. Mon deuxième conseil aussi, ça aurait été de lui dire d'être forte mentalement. Vraiment être très forte mentalement. Surtout que des fois, tu es là, tu arrives, tu t'es comme, mais je suis intelligente, pourquoi je comprends pas, j'arrive pas à comprendre ce coup-là. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc, c'était vraiment pour lui dire d'être forte mentalement. Et l'autre point que je pense que je lui aurais dit, c'est d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Parce que vraiment, quand tu arrives au Canada et que tu veux rester dans ta petite bulle, toi, tu veux seulement faire les trucs comme ça se faisait en Côte d'Ivoire, tu vas vivre une vie de solitude. Et très facilement, la solitude et la dépression, ça va de pair. Parce que très facilement, tu te retrouves dans un climat où tu te sens tellement seul que tu n'as personne avec qui parler et tout ça. Et c'est malheureusement ça parfois qui fait que les gens en arrivent même à décider que vaut mieux que je meure. Donc c'est les conseils que je vais lui donner. Et puis je pense qu'un autre petit conseil que j'allais lui donner, c'est d'étudier. Vraiment étudier, genre ne pas procrastiner, surtout dans les travaux de groupe. Parce que quand tu arrives en début de ta session et puis tu vois que non, genre supposons je commence en septembre et puis tu vois que c'est en décembre que tu dois remettre ton travail de fin d'études, de fin de session, je te dis que j'ai le temps. Et très souvent, moi je me suis retrouvée dans des situations où j'ai dû rush mes travaux comme en 1-2 jours parce que j'ai procrastiné. Donc ça serait vraiment de lui dire de ne pas procrastiner. Parce que quand tu te prépares et que tu fais les trucs step by step, là, ça produit toujours un meilleur résultat. Oui, c'est vrai. Ok. Ben pour moi, ce que je dirais à Stéphane, peut-être 6 mois en arrêt, peut-être un peu plus tôt même. Bon, c'est pas pour me faire un genre, mais Stéphane, c'est un garçon studieux. Il est toujours très, très carré. Je suis pas trop dispersé, au fait. Stéphane, hein? Je suis pas trop dispersé. Ce que je lui dirais, c'est que chaque centime compte. Donc, il fallait plutôt épargner plus avant de venir au Canada, en fait. Voilà. Mais épargne plus avant de venir, donc je vis moins bien? Ou bien, donc je vis moins bien dans ma situation si j'épargne plus, ou bien... Ben, tu peux vivre moins bien sur une période et puis après mieux vivre. Si ça va te permettre d'éviter certaines choses, certaines dépressions, si tu veux, pendant cette période-là, tu le fais. Voilà. Quand je dis chaque centime compte, c'est-à-dire, peut-être avant de venir au Canada, je savais que j'allais venir, j'épargnais, mais même ça, je m'amusais avec certains amis et tout. Parfois, on peut sortir, on dépense. Mais si je savais que les finances allaient être aussi difficiles pour moi ici, peut-être il y a des sorties que j'allais éviter. Au lieu d'acheter une chaussure peut-être de 10 000, j'allais acheter peut-être une chaussure de 2 000, pour panier de 8 000 pour compléter. Tu vois. Je comprends. Je dis que chaque centime compte. Voilà. Bon, c'est plutôt sur cet aspect. Concernant les études, moi j'ai pris plaisir à étudier parce que je suis venu faire ce que j'aimais. Donc chaque cours pour moi était comme à part la comptabilité. Il y a des cours là qui étaient un peu... Mais sinon je prenais plaisir dans les cours de gestion de projet parce que c'est vraiment ça que... Voilà. J'avais comme travaillé dans le monde. Le faire, c'était comme si je corrigeais mon passé à chaque fois. Donc je prenais plaisir à le faire, ce MBA là, tu vois. J'ai pris plaisir à le faire. Aujourd'hui, je
travaille comme conseiller et je suis à l'aise parce qu'il y a mon passé, l'expérience passée, il y a ce que j'ai appris dans la formation et puis il y a ce que je conseille. C'est très bien. Donc je dirais plutôt à Stéphane, épargne beaucoup. Un homme, ça épargne. Une personne même, ça épargne. Oui. Voilà. Franchement, je pense que c'est très important de faire, en tout cas si tu viens pour tes études, viens faire quelque chose que tu aimes vraiment. Je vais redire ça 1000 fois, mais c'est important, ça va te donner la force. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, là, tu vas vraiment souffrir chaque jour de ta vie. Et puis là, tu es heureux quand tu as ton diplôme, tu es heureux même de prendre ton temps pour lire et tout. Et il y a un autre truc qu'on néglige, où il y en a qui vont dire « Oh, moi, j'ai pas le temps pour faire ça », mais le sport, c'est important, hein. Quand tu es en dépression, même juste le fait de sortir, de faire du sport, même que ce soit dans ton appart, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a plein de salles de sport. Ils ont vraiment cette culture d'aller à la salle parce que ça te permet de sortir. Quand tu es en dépression, tu es tout le temps avec toi dans 4 murs là. Ça amplifie. En tant que si tu vas à la salle, tu vas voir d'autres gens, tu vas voir d'autres choses. Peut-être il y a un petit contact avec quelqu'un. Est-ce que ça libère même de faire ton sport? Ça te permet de bien dormir. Ton corps, même tu fais du bien à ton corps et tout. Ça te détend. Tu ne vas pas voir forcément directement, mais sur le long terme, tu vas voir que c'est important. C'est pas facile, ça requiert de la discipline, mais c'est très important de faire un peu de sport. On n'a pas l'idée de devenir, je sais pas quoi là, mais un peu seulement, c'est important. Donc je pense que la dernière partie, ce sera, avant le mot de fin, ce sera, de nous donner des erreurs à éviter. Et puis à quelqu'un, un message à ceux qui hésitent ou à ceux qui viennent d'arriver aussi. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à ces deux personnes-là et aussi les erreurs qu'il faut éviter en venant au Canada pour étudier, hein. Mais pour les erreurs qu'il faut éviter, moi je dirais que c'est vraiment éviter de dépenser à tout va. Éviter de dépenser à tout va, c'est vraiment... Parce que c'est très facile, hein. Surtout nous les Ivoiriens, dans ta fête des PA, on va t'appeler ici pour te dire que non, il y a tel show vient, il y a tel truc vient, il y a tel truc vient. Donc c'est de savoir en fait dans quoi est-ce que je mets mon argent. Même si tes parents ont l'argent le plus beau, énormément d'argent et que vraiment pour toi les finances sont pas un problème. Réfléchis dans quoi tu dépenses parce que même au Canada, il y a plein de projets dans lesquels tu peux investir plutôt que de dépenser cet argent-là. Donc, c'est ça que je peux dire. Après ça, t'avais dit quoi? Des erreurs et des conseils à quelqu'un qui hésite à venir. Qui hésite à venir. Ouais. Mais un conseil à quelqu'un qui hésite à venir que je peux lui donner, c'est de vraiment chercher, de ne pas venir juste pour venir, de prendre son temps pour rechercher qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu as envie d'être. Surtout pour ceux qui viennent pour les études, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu as envie d'étudier réellement. Parce que quoi qu'on dise, les cours ici, c'est très chargé. Et si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, si c'est quelque chose qui ne te passionne pas, arrivant un moment, ça ne va plus fonctionner parce que ça va devenir trop lourd pour toi à supporter. Mais quand c'est quelque chose qui te passionne et que même tu fournis énormément d'efforts pour ça, vu que c'est ta passion, tu sens pas vraiment l'effort que tu es en train de fournir pour ça. Donc c'est vraiment ça. Viens étudier ce qui te passionne et aie un plan bien précis, bien détaillé. En fonction de tes finances et tout, quand tu viens, il faut avoir un plan. Je viens, je fais ma session. Est-ce que je vais travailler? Si je vais travailler, voilà ce que je vais gagner. Je vais mettre ça dans quoi? Il faut commencer déjà à regarder aussi les loyers et tout ça. Parce que des fois, on ne s'attend pas. Les gens, ils pensent que non, ça va être comme à Abidjan et tout. Genre, ici, là, le premier, ton loyer, il passe. S'il passe pas, tu vas te retrouver au tal. Donc, prends le temps vraiment de faire un bon budget, un budget que tu sais que voilà ce qui va rentrer, voilà ce qui va sortir. Je dis pas forcément que tu vas respecter ton budget là à 100%. C'est sûr qu'il y aura peut-être des imprévus, mais au moins que tu aies une ligne directrice de comment est-ce que tu vas gérer ton argent. Ta pire erreur, c'est quoi? Ma pire erreur en venant ici, mais c'était pas dans mes études, c'était plus au travail. C'est que quand je suis arrivée, vraiment, pour moi, j'ai pris tous les collègues comme des amis.
Ah, tes collègues ne sont pas tes amis. Tes collègues ne sont pas tes amis, tes collègues n'ont pas... Tu es venu, tu fais ta job, tu rentres chez toi. Ça peut arriver que ça devienne des amis. Oui, on sympathise. On sympathise et tout, mais tes collègues, ce ne sont pas tes... C'est ça. Mais de base, tes collègues, ce ne sont pas tes amis. Parce que c'est là-bas que j'ai vécu mes plus grosses déceptions. C'est là-bas que j'ai connu un peu ce que c'était que le racisme dont tout le monde en parle. Une petite histoire. Tout. Ah, j'en ai tellement d'anecdotes avec les collègues. Ah ouais. Mais déjà, ma première job, c'est que j'ai été vendeuse et tout. Et voilà, dans ce magasin-là, on avait comme une salle où on faisait la pause et tout. Et chacun, à la pause, on s'arrangeait tout le temps pour prendre nos pauses au même moment et tout. Donc, chacun va commencer à parler de sa vie et tout ça. Et moi, comme je dis, je venais de dépression, solitude et tout ça. Et puis, tu te dis, bon, au moins, j'ai trouvé des gens avec qui je peux parler. Donc, c'est là que tu commences à t'ouvrir, tu commences à parler de ta vie, à expliquer des trucs qui se sont passés peut-être qui se passent dans ta vie et tout ça. Et après, tu te rends compte, en fait, que la personne à qui tu t'es confié a raconté ça à tout le magasin. Tout le monde. C'est-à-dire qu'un petit secret que tu as donné, tout le monde sait. Ça, encore, ça peut passer. Mais en plus de ça, non seulement elle a parlé de ça à tout le magasin, mais en plus de ça, elle prend ça maintenant pour aller te critiquer chez la gestionnaire. Donc, c'est-à-dire que la gestionnaire veut, par exemple, te donner un poste un peu plus élevé et elle a dit comme ça à la gestionnaire que vraiment, je pense pas qu'en ce moment, Emmanuel, ça soit une bonne idée pour elle d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Voilà ce qui se passe dans sa vie et tout ça. Et c'est pas pour dire que c'était parti d'un bon côté, c'était juste parce qu'elle voulait la job. Ouais. Donc, comme je dis, pour moi, ça a été ma première trahison. Mais comme madame n'apprend pas de ses erreurs, elle a continué. J'ai eu beaucoup de trahisons comme ça, à un point même où je suis arrivée en fait une fois à me disputer avec une collègue qui m'a traité en fait de sale nègre. Et vraiment ça m'avait cassé, ça m'avait quoi choquée. Vraiment dans la conversation comme ça. Dans la conversation comme ça, c'était même pas posé que c'était une conversation grave et tout. Je lui avais juste dit que j'appréciais pas le fait, ce qu'elle a dit en fait de moi et tout. Je lui ai confié quelque chose, elle a reparlé et elle a commencé à se plaindre. Vraiment, je sais pas si ce qu'elle a vécu avec les immigrés, mais elle en avait gros sur le cœur en tout cas. Elle a commencé à se plaindre et tout, a dit que ouais, les immigrés, vous venez ici, vous volez nos jobs et tout ça. Et elle m'a traité de sale nègre. Et vraiment, ça dit quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Honnêtement, tu sais, quand on te parle de racisme, tu te dis sur le coup que non, si moi ça m'arrive, je vais taper la personne, je vais me défendre et tout. Mais je suis restée tellement tétanisée sur le coup. Je suis restée, je me suis bloquée, je me suis choquée, puis j'étais comme, tu viens de me traiter de quoi? Et c'est resté comme ça. Et la gestionnaire, je me suis dit que j'étais dans un bon job. C'était vraiment tolérance zéro pour le racisme là-bas. Donc ça, c'est bon. Et après, elle aussi, j'ai eu des clients qui sont venus qui étaient comme, je veux pas que tu me serves. Et tout, appelle ta collègue blanche, pas toi, ne t'occupe pas de moi. Donc c'est vraiment ces petites expériences-là. Ouais, ça fatigue. Ça frustre beaucoup. Mais honnêtement, dans le travail, même dans mon domaine même, j'ai jamais expérimenté ce genre de cas-là. C'était vraiment quand j'étais vendeuse que vraiment j'en ai vu de toutes les couleurs. Ah ouais, les vendeurs, ils souffrent, hein, yo. Ok, donc Stéphane. Moi j'ai commencé par les erreurs et puis peut-être fini par les conseils. Je ne serai pas peut-être long. Non, tu ne vas pas trop, c'est normal. Les erreurs, je dirais, pour toutes les personnes qui veulent venir par exemple étudier au Canada, donc généralement les deux profils c'est ça, étudiant et puis résident permanent, généralement les deux profils. Pour les étudiants, c'est vraiment... Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent ça sur le net. Non, tu peux arriver au Canada, étudier et puis payer tes études. Ça, c'est quelque chose à bannir tout de suite. Là. Voilà. Je suis à 1000% d'accord. Stéphane répète encore une fois, pardon. Et puis, payer tes études. Tu viens sans rien là, travailler, payer tes études. Ça, il faut bannir ça tout de suite. Parce que l'immigration, là, c'est réel. Hein? Et puis déjà, quand tu viens, tu montes une preuve financière pour dire que tu peux payer ta scolarité et tout. Voilà. Donc, si ça doit te prendre des années pour épargner, il faut épargner. Chacun connaît ses sources de revenus. Si ça va te prendre 10 ans, tu épargnes 10 ans. Moi, j'ai étudié avec des gens qui avaient 50 ans, qui avaient 45 ans. Ici, là, il n'y a pas cette histoire de... Voilà, lui, il n'est pas grand et tout.
c'est un projet de vie. Moi, je le prends comme un projet de vie. Chacun connaît sa force de frappe. Donc, c'est d'éviter cette expression-là. Non, arrivé au Canada, je vois certaines personnes, des parents même, prendre même des prêts. C'est vrai, on veut voir son enfant réussir, mais aller prendre prêt, payer un billet d'avion, et puis ce dernier arrive à l'aéroport, il n'a même pas $1000 dans son compte. Ouais, ça c'est chaud. Voilà. Il y a des situations qu'on essaie de gérer, mais on ne peut pas tout gérer. C'est vrai. Dans les communautés, là, c'est très difficile. Donc, c'est quelque chose à vraiment bannir. Épargner avant de venir. Après, lorsque vous êtes sur place ici, évitez les dépenses que vous ne pourriez pas gérer sur le long terme. Je vois beaucoup d'étudiants ici. Parfois, il y a des villes où c'est difficile de se déplacer sans véhicule. Mais il y a des zones, il y a des bus. Par exemple, à Québec, il y a des bus. Si tu sais que tes parents, financièrement c'est difficile, évite d'aller te mettre peut-être dans des dépenses de véhicule tout de suite. Qui vont aller te serrer le coup. Parce que derrière, on vient chercher l'argent dans ton compte. Hein. C'est vrai. Et on ne trouve pas ça après. La banque n'est pas... C'est pas la banque populaire qui va vous donner l'argent. Là. Eux, ils veulent leur intérêt là-dessus. Donc, arrêtez. Ta code de crédit, ça ne bloque pas là. Si on n'a pas ta code de crédit, c'est demain quand tu seras peut-être réserve, tu veux prendre une maison, tu fais ceci, cela, tu te rends compte que non, ton dossier a été sali. Ouais. Donc, c'est des erreurs comme ça là, à éviter. Tu arrives tout de suite, analyse ton environnement. Cherche-toi, ça maintenant je vais te descendre peut-être dans les conseils. Voilà. Si tu viens comme étudiant, il faut avoir un réseau professionnel qui est solide. Ton réseau professionnel, il y a des différents types de personnes dedans. Généralement, il y en a 4. Donc la première catégorie, ce sont les mentors. Ok. C'est en termes de conseils. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé. Pour les étudiants, il faut généralement chercher un boulot avant de finir son diplôme, avant de terminer, avant de graduer. Cherche un boulot dans ton domaine. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, c'est généralement avec les mentors. Les mentors vont vous faire comprendre qu'il y a des activités qui se passent dans ton domaine. Par exemple, moi, en termes de gestion de projet, il y a des activités qui se passent. Parfois, il faut payer peut-être $100, $50, mais va assister à ce type d'activité-là. Tu vas te faire un réseau là-dedans. Et quand tu te fais un réseau, tu vas comprendre déjà ton poste, même avant de finir tes études. Ouais. C'est vrai, le diplôme, c'est beau, mais il faut chercher derrière la compétence. Et qu'est-ce qu'on me demande en entreprise là-bas, dans mon domaine? C'est vrai. Parce que le MBA, quand tu as envie de le faire, là, c'est quelque chose de général, c'est global, en fait. Ouais. Voilà. Mais ton boulot, là, moi, je prends par exemple, je suis gestionnaire de projet, mais en tant que gestionnaire de projet en entreprise, qu'est-ce qu'on me demande réellement? Le MBA, peut-être, il va le vendre peut-être un peu plus tard demain, dans d'autres domaines, dans d'autres sphères, peut-être en Afrique, il est rentré comme ceci, cela, oui. Mais après mon diplôme, je dois chercher un travail ici. C'est vrai. Qu'est-ce que mon travail me demande? Et ça, généralement, avec les mentors, ils vont t'aider tout de suite. Par exemple, voici des outils qu'il faut maîtriser avant de finir les études généralement. Parce que tu vas avoir ton diplôme, c'est vrai, mais quand tu fais l'entretien, tu te demandes, non, par exemple, en gestion de non, est-ce que MS Project, tu l'as utilisé pour quel projet, par exemple? L'agent de comptabilité, est-ce que vous avez des logiciels aussi? Est-ce que tu as eu à travailler avec tel logiciel? Tu vois, quand tu dis non, ici en entreprise, c'est plus l'expérience. Ouais, c'est ça. Donc, ayez des mentors, c'est très important. Quand tu arrives tout de suite, pour avoir un mentor, c'est pas compliqué. L'une des méthodes les plus faciles pour trouver un mentor, LinkedIn. Tu vois, le réseau social, tu vas sur LinkedIn, tu regardes même ton établissement, il y a des filtres qu'on fait là. Ton établissement, des personnes qui ont fait ton domaine, tout de suite tu les retrouves là. Puis tu envoies des messages, il y a un message bien consistant dans son privé. Ah, je suis telle personne, je fais tel programme, j'ai vu votre profil, il m'intéresse, comme j'ai fait le parcours comme vous et vous êtes déjà en entreprise, je voudrais que vous soyez mon mentor. Voilà. Donc ça te permet tout de suite de cadrer un peu des affaires. Voilà. Après, les autres membres dans son réseau, c'est pour se solidifier. Voilà. Il y a des partenaires, il y a des alliés, puis des supporters. Donc, dans ton réseau, il faut savoir c'est qui tes partenaires, il faut savoir c'est qui tes supporters, c'est qui tes alliés. Parce que quand tu as chuté là, c'est tes supporters là qui vont te soulever. Quand tu veux faire des affaires là, c'est avec tes partenaires. Voilà. Donc, c'est des éléments qu'il faut tout de suite. Moi, Dieu merci, je suis tombé, mon grand frère comme mon mentor si tu veux, mais ici, dès que je suis arrivé, j'ai eu des mentors. C'est ceux-là qui m'ont situé, comme on le dit là, ils m'ont ouvert les yeux sur certaines choses. Voilà. Et il faut tout le temps se faire former ici. Ne dis pas que comme j'ai fini mon truc, non. Ici, là, c'est vraiment la compétence, il faut beaucoup se faire former. C'est très, très important. Donc, ce sont mes conseils qui sont là. Et à éviter, en termes de si je viens au Canada, je paye mes études et tout, ou bien j'arrive, je me mets dans certaines dépenses, comme tout le monde fait ça, je vais payer ça aussi, je paye ça aussi. Non, évite ça, il y a des choses qu'il faut éviter. En termes de conseils, il faut être vraiment concentré sur ce pourquoi tu es venu au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi quand tu viens. Voilà, donc ce pourquoi tu es venu, concentre-toi. On ne dit pas que tu vas l'enlever tout le monde tout de suite dans la chose, mais il faut savoir que ton erreur ici,
c'est l'échec de plusieurs personnes derrière toi. Voilà. Mais ta réussite est d'abord la fierté de plusieurs personnes. C'est même pas ton argent, même souvent quand on demande. Mais le fait de dire que ma fille ou bien mon ami, ma camarade, ma collègue est allée au Canada, elle a fait tel établissement par exemple, c'est déjà une fierté pour certaines personnes dans le pays. Ou bien elle est partie au Canada, elle travaille dans tel endroit, ou bien elle est partie au Canada, voici ce qu'elle fait, tu vois et tout. Mais entendre que mon fils est parti au Canada, mais il revient parce que voilà, il allait se mettre dans des histoires de alcool au volant, il est parti à la police, on les rapatrie, c'est vraiment pas intéressant. Ouais. C'est vraiment ce conseil-là que j'ai à donner. Il peut en avoir beaucoup, mais c'est le principal. Oh là là, merci beaucoup. Mais c'est la fin c'est bientôt la fin, on va vous donner un mot de fin et tout. Mais franchement, merci encore d'être venu, hein, parce que c'est pas évident. Moi, j'aurais tellement avoir eu ce podcast-là, cet épisode-là à écouter avant de venir. Ça allait tellement m'aider. Donc, je pense que vraiment, pour toutes les personnes qui... moi, ça me touche tellement. Je dis, hé Dieu, oh là 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 là. Je repense à ma vie, même je dis, hé. Donc, franchement, merci encore. Est-ce que vous avez un mot de fin ou bien vous avez un truc, un Instagram ou quelque chose? On ne sait jamais, des gens peuvent vous envoyer des messages pour vous demander, poser des questions ou peut-être que vous avez des business, je ne sais pas, parce que lui, il est très, très calé dans sa gestion de projet. Donc, oui. Tu vas te laisser commencer. Ok, d'accord. Ben, ouais, moi, pour ma voix, c'est généralement sur LinkedIn. Ok. Voilà, réseau professionnel LinkedIn, Stéphane Guessant, MBA, BIDA. BIDA, Okay. BIDA, c'est un certificat international que j'ai fait. Donc, sur LinkedIn facilement. Sur Facebook aussi, Stéphane Guessant avec un badge certifié. Facilement sur choses. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup en accompagnement personnel, en coaching. Tu as un projet, tu veux le mettre en place, tu veux rédiger même ton projet. Ça, je ça, généralement, c'est mon, comment on le dit là, c'est mon champ. Mais je suis très carré dans mes affaires. Voilà. Ta deuxième question, c'était quoi? Un mot de fin. Ben, donc, beaucoup de courage à toi et puis félicitations à toi parce que faire ce genre de podcast, tu vois, si moi j'étais en Afrique, j'avais la possibilité de voir une telle émission, ça allait m'avertir. C'est vrai, on dit des choses, mais voir les gens parler de certaines choses, de leur vécu, ça ne s'achète pas là. Voilà. Donc, félicitations à toi pour cette initiative-là. Et puis, c'est pas facile. Quand comme on le dit là, c'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Voilà. Parfois, il peut y avoir des périodes de choses, mais à fond là-dedans, on ne lâche pas. Merci. Et donc, s'il y a un petit qui te regarde, qui veut venir au Canada dans un mois, qu'est-ce que tu lui dis? Dans un mois? Dès que tu arrives, cherche-toi un mentor. Ça, c'est mon conseil. Je dois y arriver. Dès que tu as ton mentor, il va te donner l'expérience qu'il a vécue. Il va te dire, voici. Et plus tu es dans son réseau, plus par ta vie, il va te dire, ça, c'est pas bon. Tu fais ça, c'est pas bon. Évite ça. C'est vrai. Ça te corriger. Voilà. Les mentors, c'est dans les deux domaines, femmes, garçons, tout. Voilà. Un mentor, c'est pas forcément quelqu'un qui a un MBA ou bien un baccalauréat. Non. Ça peut être quelqu'un qui est venu au Canada ici, voilà, qui travaille, ça fait un bon moment. Mais en lui, tu sens qu'il y a du vécu, au fait. C'est ça. Voilà. Donc, accroche-toi à ça. Les histoires de non, on est quitté à Abidjan, c'est la même vie. Comme on le dit là, les sorties, PIA, il fait ceci, ça finit pas. Faut se construire. Quand ta fondation est bien construite, là, tu vas vivre comme tu veux. C'est vrai. Mais pour moi, c'est Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est partout. Marie Ouya. Seulement que sur LinkedIn, il faut rajouter la mention MBA à côté. Alors. J'ai étudié pour ça. Il faut vraiment que je parle de ça. C'est bien, les jeunes. C'est ça, pour pouvoir rajouter. Et moi, vraiment, je touche tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est contrôle interne, tout ce qui est audit interne, c'est mon champ. Elle est brillante. Hein? C'est ça que j'aime, c'est vraiment mon champ et tout. Donc, vous pouvez me rejoindre là-dessus. C'était quoi après ça? Qu'est-ce que tu donnes au conseil à la jeune fille qui vient dans un mois? À toi, la jeune fille qui vient dans un mois au Canada, déjà, c'est que je te dis, garde un mental fort et puis dis-toi qu'au bout de toutes ces difficultés-là, il y aura la récompense. Il faut vraiment rester concentré sur les objectifs que tu t'es fixés et tout. Ça ne sera pas facile, mais du moment que tu travailles pour atteindre tes objectifs, c'est le plus important. Merci beaucoup. Encore une fois, merci d'être venu parce que moi, ça me plaît tellement quand les gens acceptent de venir raconter leur vie pour le podcast parce que c'est tellement...
lire ou bien voir des trucs, ça fatigue. Quand tu écoutes quelqu'un qui est vraiment passé par une situation, ça fait tellement de bien de pouvoir se revoir, de se voir dedans, où on n'est pas encore passé par là, mais de sentir que ça fait que ça, ok, je vais essayer, il a raté ce côté-là, moi je vais faire d'une autre manière, ça aide tellement. Donc merci encore d'être venu. Et puis franchement, ce sujet-là me plaît tellement. Je pense qu'on va faire peut-être des mini-rubriques même, parce qu'il y a pleinement d'expériences différentes sur ce cas d'étudiants et tout là. Mais franchement, quand vous venez au Canada, il faut essayer de chercher à faire les activités de réseautage et tout. C'est très important, ça te sauve la vie à un point. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et puis demain, tu rencontres peut-être c'est cette personne qui te sauve d'une situation et tout, ou qui t'ouvre une porte. Souvent, même c'est ça qui te donne un job. Donc franchement, essayer de miser dessus. Et puis, on traverse tous des difficultés, surtout en venant dans un nouveau pays, que ce soit le Canada ou même un autre. Mais il faut te dire que si tu as un objectif, tu vas essayer. Ce sera dur, rien n'est facile, mais donne-toi la force et puis essaie de te motiver tout le temps. Tu sais pourquoi tu es venu, tu sais ce que tu vises au plus sur le long terme. Donc, donne-toi la force, que ce soit juste te lever le matin, c'est déjà un geste, c'est déjà beaucoup d'efforts. Donc, tu peux y arriver et puis voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et puis j'espère que vous allez partager encore une fois, aimer. Et puis merci beaucoup, bye bye. On applaudit pour tout le monde.